Quel titre de chanson résumerait ta vie ? As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer ? Quel serait le voyage de tes rêves ? Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, humoriste, militante ou homologue du monde du podcast, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Eh ben écoute, on est prêt ? Yes, ouais, carrément. Eh ben, carrément. Bien bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Un épisode en compagnie d'une personne qui m'avait été recommandée il y a assez longtemps, mine de rien, vu que c'était Clément Arnoux de Nord-Belgrade qui me l'avait recommandé il y a plus d'un an à peu près. Il s'agit de Gaël. Salut Gaël. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation, qui se fait en plus un peu à l'improviste, cet enregistrement. Ouais. On s'est, pour la petite histoire, on s'est croisés c'était jeudi ? Mercredi dernier. Mercredi soir, c'était ça. Mercredi 30 août au super concert familial donc où tu jouais avec ton projet Josie Bazar, dont on va parler d'ici quelques instants, Bleu Rennes, que vous avez déjà entendu, et Nord-Belgrade. Donc on était vraiment sur quelque chose de très aléatoire comme concert. Je suis très déçu qu'il ne m'ait pas proposé un partenariat médiatique, même si je vois pas du tout ce que j'aurais pu faire. Donc les auditeurs et auditrices l'ont deviné, Gaël, t'es musicien. Ouais, c'est ça. T'as 2 projets en activité à l'heure actuelle. Donc, si je dis pas de bêtises, le premier et le plus ancien, c'est Two Pan Heads. C'est ça, c'est le premier. Le premier, ouais. Ton tout premier projet, donc avec qui vous avez déjà sorti 5 projets. En tout cas, il y a 5 projets sur le Bandcamp. Oui, alors il y a 5 projets avec un single en plus. Donc, je crois qu'en termes phonographiques, je crois qu'il y a 5 titres et un album. Okay. Officiellement, c'est ça. Donc, on va plus dire 3 pour le moment. Oui, je crois que c'est 3. Oui, parce qu'il y a un album de remix aussi, sur lequel justement Clément dans Belgrade avait travaillé avec nous. Oui, c'est ça. On va rester sur 4, on va dire. Sur 4. Alors, ça existe depuis combien de temps, Two Pan Heads ? Alors, ça existe depuis... moi, je le note à janvier 2018. 2018, ça existe. Moi, avant ça, j'étais à l'étranger. Et puis surtout, c'est un peu le projet de Grand Amour, parce que c'est un projet de duo avec mon meilleur pote qui s'appelle Rod, qui lui a son projet s'appelant Rodorama. En fait, moi j'étais à l'étranger à l'époque. Ron m'a rejoint pour me voir. J'étais en Chine. Je faisais de la musique avec lui depuis le lycée. On faisait ça dans notre chambre, comme la plupart de nous artistes, quoi. On a continué à composer à distance quand j'habitais là-bas, et suite à ça, moi je me suis dit ça va 5 minutes, je le rejoins. Lui, il habitait dans les environs de Paris à l'époque, en Seine-et-Marne, et je suis venu le rejoindre pour concrétiser ça, et savoir comment on fait un disque, savoir comment est-ce qu'on joue, tout ça, quoi. Et ça s'est passé comme ça, Et voilà, on a fait notre petit bonhomme de chemin entre-temps, le temps de connaître comment est-ce que tout ça se passe, la musique, tout ça, avec ses contrariétés, sa magie aussi, le temps de rencontrer de super belles personnes, tout ça, le temps de tourner, les premières tournées. Et puis là, par rapport à ce duo-là, comme je te disais juste avant, on est en pleine période d'écriture qui s'achève pour préparer un disque l'année prochaine, quoi. Très bien. Alors, j'ai d'autres questions à te poser sur Two Pan Heads et sur Josie Bazar, mais avant ça, je vais te poser des questions pour remonter encore un peu plus loin dans le temps sur ton rapport à la musique en général. Genre, comment est-ce que tu as commencé la musique ? Est-ce que déjà tu as grandi dans un foyer qui était très musical ? Alors, oui et non. Familialement, on va dire que tout ce qui est parents et tout, à part une consommation de musique comme on le connaît tous, avec les vinyles des parents et tout, j'avais pas forcément de berceau, mais la seule... Par contre, la musique, sans que j'ai reçu d'éducation musicale ou quoi, je l'ai toujours ressenti et un minimum pratiqué. Mon frère était passionné de métal, mais genre vraiment heavy metal,
bien niché, quoi. Et lui était guitariste. Et on faisait de la musique dans notre chambre depuis que je suis tout gamin, quoi. Ok, d'accord. Moi, je chopais la basse à l'époque, et puis et il m'apprenait des tricks, et puis je les faisais. Et du coup, suite à ça, j'ai toujours aimé faire de la musique avec les copains, mais vraiment depuis gamin, quoi. Depuis tout gamin. Ça s'est fait de manière assez naturelle finalement. D'accord. Et puis en termes de consommation, la musique, c'était vraiment quelque chose qui m'a toujours porté. Pour moi, la musique reste toujours liée à des images de vécu, que ce soit de la variété ou un disque assez obscur de musique de niche. Enfin, pour moi, une musique, c'est une image, c'est un souvenir, c'est voilà, les trajets en voiture avec ses parents, ouais, bien sûr. Rythmé par Paul Naref, ce genre de choses. Enfin voilà, il y a une espèce d'omniprésence et voilà, un truc assez naturel en fait. Ouais. Et du coup, vu que tu as commencé donc gamin, ado avec ton frère et ensuite avec tes potes. Donc le premier instrument sur lequel tu as joué, c'est de la basse ? Ouais, vraiment oui. Parce que je m'en souviens, c'était soit basse, soit percussion, quoi. Tu vois, taper sur des trucs, c'est le truc le plus universel et le plus intuitif qu'on ait. Du coup, ça devait peut-être être ça avant même la basse. Ok, d'accord. La basse, c'était vraiment voilà pour suivre un petit peu le chemin des instruments à cordes que mon frère avait déjà un petit peu exploité, quoi, à l'époque. Ok. Ouais. Et alors justement, avant de commencer à enregistrer, tu me disais qu'avec Two Panels, donc vous étiez en session d'écriture pour un album qui devrait sortir l'année prochaine, et que vous étiez en train de pas mal changer votre approche de la musique. Absolument. Et votre son pour approcher quelque chose qui ressemblait à ce que tu avais un peu toujours voulu pour Two Panels. Ouais. Mais alors du coup, quand vous avez commencé, vous l'avez commencé avec quelles images, quelles esthétiques en tête, quelles influences Quand on a tout commencé, depuis le début, en fait, on était vraiment à mi-chemin entre un petit peu ce fantasme qu'on avait sur le punk, on va dire tout ce qui démarre un petit peu du post-punk anglais, jusqu'à la musique punk aussi, anglaise notamment, britannique aussi. Et en gros, en général, quand on commence à être émerveillé par cette histoire de la musique-là, en général, on commence surtout à porter un regard sur la culture de Manchester, quoi. Et nous, c'était vraiment ce truc-là qui nous intéressait parce que on a toujours eu un berceau très rock finalement, de par les vinyles des parents de Rod, de par Rod tout court. Et c'était la même époque où on commençait à découvrir les rave parties aussi. Et les teufs libres dans les champs, tout ça. Et nous, ce rapprochement qu'on faisait entre la musique punk, post-punk et la musique de rave party, c'est toujours un truc qui, enfin vraiment, c'est ce qui a un peu tout démarré, quoi. Genre comment on fait pour faire du rock avec une boîte à rythme, par exemple. Tu vois. On a vraiment, on a commencé là-dessus, quoi. Je dirais sur ce terreau-là, C'est intéressant parce que, en plus de ça, géographiquement, et le punk, le post-punk et les rave parties viennent un peu de des mêmes coins en Angleterre. Complètement, ouais. Et en plus, nous, étant plus du nord-est, quoi, on a cette proximité du nord, donc de l'Angleterre, mais aussi cette proximité avec l'Allemagne, qui est aussi dans des credos assez passionnants, quoi, dans les mêmes styles, justement, dans les mêmes genres, Et donc la formation, donc tu parlais de boîte à rythme, c'était quoi, vous deux au clavier, ou il y a aussi eu des guitares, Alors au tout début, c'était on était boîte à rythme synthé, tout simplement, et il y a toujours eu l'omniprésence entre boîte à rythme, synthé et guitare, quoi. D'accord. Ça c'était vraiment et voix. Ça a toujours été un petit peu la base, et notamment quand à 16 ans on a acheté notre première Groovebox. C'est-à-dire une machine avec laquelle on fait absolument tout, à la fois les lignes de synthé et des sortes de petites boîtes de production en métal comme ça. Un beau jouet, quoi. Et c'est ça qui nous a un petit peu matrixé, en tout cas, sur la manière de composer. Très bien. Et donc aujourd'hui, après tous ces projets qu'on a compté en début d'entretien, donc tu dis que vous orientez vers un nouveau son. Alors peut-être que t'as pas
envie de trop en dire si l'album doit sortir l'année prochaine, mais est-ce que tu veux quand même dire un peu ce vers quoi tu as envie que le projet tende? Ah oui, parce que dans tous les cas, tout ce que j'en dirai restera assez abstrait tant qu'on n'a pas entendu. Bien sûr, donc oui, je peux me le permettre, quoi. En fait, c'est un disque qui a été, à mon sens, enrichi par l'expérience de Rod en solo et de mon expérience solo aussi. C'est-à-dire que après les dernières dates qu'on ait fait, on a un peu mis un stop. On avait déjà l'impression de ressasser un live et du coup d'être dans une contrainte qui nous concernait pas spécialement parce qu'on n'a pas la contrainte de dépendre d'une boîte de production de quoi que ce soit. On a toujours été dans une démarche plutôt, très indé. Mais du coup, on était déjà dans un rythme où on avait l'impression d'exécuter notre live. Et moi, j'étais un peu fatigué que ça. Et on s'est dit, tiens, on reprend tout à zéro. On reprend tout à zéro et le temps de tout reprendre à zéro et de continuer à faire de la zik ensemble, mais de développer chacun nos formations respectives. On est venus tous les deux avec des nouvelles manières de faire. Rod, par exemple, qui est vraiment un rat de laboratoire en termes de boîte à rythme, de machines et de programmation. Moi qui explore d'autres énergies ou d'autres trucs. Et finalement, par conciliation, on s'est dit comment est-ce qu'on aimerait travailler. Par exemple, on va travailler sans ordinateur. Par exemple, celle-là, c'était une première, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des machines qui seront complètement en stand-alone. C'est-à-dire que le morceau commence, on met play, il finit. Tant qu'on n'a pas mis stop, il continue. Donc tout est joué en live, tout est bouclé, les guitares sont bouclées, le chant va être très très minimal et moi en ce qui me concerne, ça me permet de me rapprocher à des références que j'idolâtre depuis des années comme musique très très froide à la Fat Gadget, un peu ces trucs post-punk, mais musique industrielle, ce genre de choses très très caverneux et tout, avec en guise de texte 3 mots qui vont être prononcés en anglais, en allemand, en japonais. Voilà, on se donne plus trop de limites. Et surtout, c'est un disque qui nous permet de concilier nos amours pour un certain versant de la musique électronique, ce type d'électro très progressive, très hypnotique finalement. Je pense à Reboledo, Red Axis ou ce genre de choses qu'on a toujours aimé. Et en tout cas, ça nous permet d'alimenter un petit peu ces références qui ont toujours été chères, et surtout en termes de format. Là, on retrouve un peu notre liberté puisque le problème quand on vient pas du tout de la musique et quand on décide d'en faire notre vie, c'est qu'on commence à avoir des schémas qui s'implantent au fur et à mesure. C'est quoi réussir, par exemple, la réussite commerciale, la réussite du point de vue de la validation des pairs. Qu'est-ce qui importe le plus dans tout ça? Et nous, à force d'avoir un peu touché, on s'est un petit peu touché à tout comme ça, on s'est un petit peu perdu. Et là, on se dit, écoute, on va sortir un truc qui nous correspond à ce moment-là. Ce qui nous correspond, c'est des formats longs, donc des formats de 8 à 10 minutes. On prépare un album, mais l'album sera composé que de 4 titres. Mais on l'appelle, pour nous, c'est un album, quoi. Et voilà, et on se sent libre dans nos choix, et je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas ressenti ça. Et ça, c'est cool, quoi. Et alors, du coup, quand vous dites repartir de zéro, et surtout quand tu me parles du déclic qui est un peu ce sentiment d'exécuter le live plus que de le jouer et de le ressentir, ça veut dire que par exemple, vous envisagez de ne plus jamais rejouer aucun de vos anciens morceaux en live et de vraiment d'avoir clôturé un chapitre et d'en recommencer un nouveau, et le nouveau sera totalement différent, ou quand même il y aura un peu notamment en live de communication entre les deux périodes? Alors, ce qu'on essaye de faire, justement, c'est une super question parce que c'est une question qu'on est obligatoirement obligé de se poser. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est de conserver notre dynamique actuelle de live qui est semi-écrit, semi-improvisé, du coup. Avec ce qu'on aimerait faire, c'est y incorporer des anciens titres, mais en
arrangement, quoi, par rapport à notre nouvelle manière de procéder. Et on a commencé à le faire avec un titre, par exemple, et je pense qu'il faut qu'on creuse, mais l'idée, c'est de faire un petit clin d'œil au moins pour nos copains, quoi, à un ou deux titres auxquels on est attaché, quoi. On aimerait bien trouver un juste milieu, en tout cas. Mais la plupart des anciens titres vont être forcément éradiqués. Carrément, c'est assez radical. Et alors justement, tu disais qu'aussi une des choses qui influence cette nouvelle direction de Tupanheads, c'est vos expériences en solo avec ton collaborateur et toi-même. Et donc toi, ton expérience solo et celle que j'ai vue jeudi dernier, c'est mercredi dernier. Décidément, je voulais que c'était jeudi soir. C'est donc Josy Bazar, qui est défini comme de la chanson mélantronique. J'ai trouvé ça très bien trouvé. Donc pour le coup, t'es totalement seul. Ouais, complètement. Et je vais commencer en te posant une question par rapport à un peu ce que tu disais justement sur la façon dont vous fonctionnez en live avec Tupanheads, parce que je me suis posé la question en voyant le concert. Josy Bazar, le concert, il est totalement écrit ou c'est aussi un peu moitié écrit, moitié improvisation? Ah, alors non, il est très écrit en fin de compte, dans le rapport au texte et tout. Quoique, non, il y a deux morceaux qui sont en tout cas de l'improvisation, mais de l'improvisation textuelle, quoi. Où l'instru, elle, reste sur une base fixe. Mais le texte, j'ai une structure qui est dans ma tête et qui est là. Et je me permets de m'en écarter, de revenir dessus. Il y a deux morceaux, deux titres où je vais être un peu en impro dans le texte. La plupart des choses sont vraiment des chansons de A à Z, dans le sens classique, qui sont interprétées et racontées, quoi. Et alors, depuis combien de temps t'as lancé ce nouveau projet et qu'est-ce que tu explores que tu pouvais pas explorer dans Tupanheads? C'est une super question. C'est un projet... Dans ma tête, je l'ai vraiment concrétisé il y a 1 an. Il y a une petite année de ça, où j'ai sorti un premier titre, 2 autres qui ont suivi. L'intention primordiale vient avant tout de l'idée de me rapprocher de plaisir coupable. Je parle de plaisir coupable dans le sens où j'ai une affinité pour la chanson française depuis très longtemps, et c'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu tendre vers ça. J'ai toujours aimé comment dire, la typologie du chanteur, de la chanteuse, voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné, le fait d'écrire des textes, de les interpréter, voilà, c'est vraiment quelque chose à part entière pour moi. Et c'est quelque chose qui a pas forcément été en possibilité de négociation avec Tupanheads, parce que le duo vient d'un autre penchant musical, tout simplement, avec d'autres énergies, et concilier les deux. Alors, peut-être que ça m'aurait plu à moi, mais pas forcément à mon binôme, qui est peut-être moins dans ce genre d'esthétique. Et pour notre duo, en tout cas, ça aurait pas été forcément une approche très logique, quoi. Et donc voilà, ça vient vraiment d'un plaisir coupable, dans le sens où un petit peu comme quand t'es en soirée, que tu as envie de mettre une chanson et tu dis non, les autres vont me juger et tout machin quand même. Et en fait, c'était voilà, il y a 2 exercices. Il y a le fait d'assumer ces plaisirs qui ne sont finalement pas coupables, hein, c'est un mauvais mot. Simplement, on aime des choses où on les aime pas forcément. Et il y a l'idée, en fait, de connaître le fait de faire de la musique tout seul. C'est un exercice à part entière, en fait. Et c'est quelque chose, c'est un petit peu comme quand on a vécu en coloc toute sa vie, et que pour la première fois de sa vie, on va être tout seul. C'est un petit peu le même raisonnement. On va faire, je sens que j'en ai besoin. Est-ce que ça va être une mauvaise expérience? Est-ce que ça va être bien? On verra, quoi. Mais c'est un petit peu le même raisonnement qui s'est passé. Et alors j'ai 2 questions. Pour l'instant, tu as sorti 3 titres. Ouais, c'est ça. T'en as d'autres qui arrivent, j'imagine. Est-ce que t'as déjà des projets d'EP, voire d'albums, ou pour l'instant, tu fonctionnes vraiment au single pour démarrer, pour voir comment ça prend? Alors, la phase single, là, je suis en train d'en voir le bout, parce que le temps que je les sorte, l'album a été fait. Il est fait, là, il est fini. Ce sera un 8 titres. En fait, ça a mis un tout petit peu de temps, parce que
en tant que musicien, je pense que d'autres connaissent ça. On est toujours tiraillé entre qu'est-ce qu'on décide de faire écouter aux gens et notre dynamique de composition qui est une dynamique toujours effrénée où on enregistre tous les jours et on se dit bon bah c'est vrai que ça c'est déjà vieux, j'ai composé ça me ressemble plus et toujours ce truc vraiment de courir après rien finalement après un espèce de tunnel dont on voit même pas le fond. Et du coup, les 3 titres que j'ai sortis sont 3 titres qui ont été figés. Et entre-temps, j'ai eu plusieurs... j'ai tout d'abord voulu sortir un 5 titres qui était prêt. Tout était prêt. Et j'ai eu la chance de faire une résidence qui a un peu changé ma vie en Bourgogne, dans un château tenu par plusieurs collectifs d'artistes qui, eux, viennent surtout du cirque, du théâtre, de la musique. Il y en a qui font de la couture aussi. Ce sont devenus mes amis. Et ça s'appelle le Château de Montclan. Voilà. Un endroit qui m'a accueilli pendant 15 jours. Et pendant 15 jours, j'ai écrit une dizaine de chansons là-bas. Donc je suis vraiment reparti à zéro. Et je suis retourné à Metz avec mes valises de chansons. Plein de chansons, ouais. J'avais un concert de prévu au Trinitaire. Et ces chansons, je me suis dit, autant les interpréter maintenant. Et j'étais stressé comme pas possible parce que personne les avait écoutés jusqu'à présent. De par tous mes amis, j'avais eu d'assez de bons retours et mes amis, limite ma famille qui est mon label à Metz qui s'appelle Coco Machine, m'ont encouragé et m'ont porté dès le début en me disant écoute, oublie les circuits un peu formatés, un peu carte de visite, les EP, tout ça. Nous, avec les chansons qu'on a, on pense que tu devrais sortir un disque. C'est ce qui te ressemble le plus. Et les titres que tu as fait en live, il faut absolument les sortir. Parce que sinon, dans 6 mois, tu seras à nouveau parti dans autre chose. Et voilà. Et j'ai été très bien conseillé de leur part. Et c'est d'ailleurs eux, donc Romain Muller et Mélodie Boubel, qui sont à la tête de ce label, qui sont les 2 personnes à qui j'ai montré la première chanson en français et qui m'ont dit vas-y balance, d'accord. T'as le droit de faire ça. Et c'est eux qui je leur dois ça, d'avoir décomplexé ce truc là. Donc et c'est eux qui m'ont dit aussi voilà, travaille sur ce disque, nous on te porte quoi. Et donc là l'album arrive il sera dans le courant de l'année prochaine. D'accord, courant 2024. Donc je sortirai à mon avis un titre d'ouverture d'ici là. Parce que j'aime beaucoup travailler la vidéo aussi, donc j'aime beaucoup ce format et il y a le temps de réaliser tout ça et puis une fois que tout est prêt, c'est parti quoi. Très bien. Et alors tu semblais parler de l'importance du texte dans Josy Bazar et le fait qu'il y ait un peu cette influence chanson française dans ton processus de création. Ah oui, et d'ailleurs tu fais tous les instruments aussi tout seul sur scène, t'es pas totalement en solo avec donc des synthés et une boîte à rythme. Et comment en fait tu crées une nouvelle chanson? Tu pars d'abord d'un texte ou d'abord justement de mélodie, de rythmique, en gros de ce qui sort des instruments? Alors, je pense que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, tout est venu après l'instrumental. En fait, c'est marrant parce que quand on compose en anglais, on faisait ça aussi. On commence par une instrumentale, j'entends un peu une voix comme ça, et on commence à chanter en yaourt en anglais, ce que beaucoup de gens font. Moi, avec le français, c'est pareil. Je commence en yaourt. Je commence en yaourt et finalement, voilà, j'ai un peu le même rapport que quand on trouve un son intéressant un peu par hasard avec un synthétiseur ou une mélodie qu'on aime soit par sa candeur ou son accroche. J'aime bien les trucs qui restent un petit peu en tête. Et du coup, forcément, un mot vient et au début, on sait pas, on se sent un peu très bête quand on est dans son studio tout seul à chantonner un morceau, un morceau de phrase, un bout de mot qui a priori n'ont pas vraiment de sens, mais ce mot reste, il y a toujours un mot qui reste, et ce mot-là finit par faire sens dans la dynamique de l'ensemble de la chanson, et commence à se développer en des phrases, en 3-4 phrases, et finalement on lui a trouvé un sens à ce mot un peu solitaire quoi.
Et ouais, c'est comme ça que ça se passe en tout cas. Ok, Ouais. très bien. Écoute, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter à ta présentation. Bah, je crois qu'on a fait un bon petit tour. On Hein. fait un petit tour, puis de toute façon, Ouais. on va en découvrir d'autres avec Bah ouais, c'est ça. avec Ouais. la boîte à questions. Mais avant ça, je vais poser une question qui, je le sais, ne sortira pas vu qu'elle est sortie lors l'un des 2 derniers épisodes et que je mets les questions de côté pour qu'elles évitent de sortir trop souvent. Mais au vu de ce que tu as dit, donc notamment sur les plaisirs coupables, je ne pouvais pas m'empêcher de la poser. Est-ce qu'il y a une chanson un peu honteuse que tu aimes bien écouter? Ah là là là. Oh là là là. Alors. Bah finalement, toutes les chansons avant que j'assumais pas, maintenant je les reconnais comme des grandes chansons, donc j'ai de moins en moins de plaisir coupable. Oh là là, mais alors j'en ai forcément. Il y en a une qui est deep. Je crois que c'est une chanson pour enfants, mais que je suis très content d'entendre, mais je la trouverai pas là. Ah, c'est dur, c'est bizarrement d'avoir moins en moins honte. On a moins. On les identifie moins. Ouais, c'est ça. Attends, il me faut un peu le temps. Vas-y. Donc j'imagine. Je peux déduire mon niveau en blind test. Un peu. Ah, allez. Tu pensais à quoi? Bon, j'allais dire Banana Split, mais Ouais. je pense que c'est une chanson voilà, que beaucoup de gens affectionnent. Et j'ai pas honte de le dire ça. Une que t'oserais pas mettre en soirée si t'es avec tes potes, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait beaucoup de coming out, quoi. Tu vois, c'est un peu le problème. Récemment, tu t'es libéré de toute honte et du coup... Complètement, quoi. Oui, mais il y en a que je mets aussi pour faire rire les copains, tu vois. Du genre Je pense que c'est son seul single, hein, mais je pense qu'il y a un single de Gérard Jugnot qui s'appelle... Ah oui, l'an 1999. Bah oui, c'est ça. Ah bah oui, grand tu moment. vois, mais c'est pareil, le remix des Visiteurs, tout ça, c'est des choses que je mets pour agacer mes copains. Hein, ouais, ça rentre. Ça peut rentrer dedans. Ouais, tu vois, attends. Ouais, non, je pense que dans le lot, il y a peut-être du Plastique Bertrand. Ouais. Peut-être du Plastique Bertrand à l'ère de la New Beat belge, quoi. Danse sur le beat de Plastique Bertrand, peut-être. Okay. Voilà. Là, il y a un entre-deux où les gens vont vraiment me regarder bizarrement parce qu'ils savent pas si c'est une blague. Si t'es sérieux ou si tu tu trolls la soirée. Bah ouais, du coup, on va dire danse sur le beat de Plastique Bertrand. Mais c'est François Junot, pas Gérard Jugnot. Ah oui, je parlais vraiment de Gérard Jugnot. C'était vraiment ce Gérard Jugnot là, ouais. Bah attends, Gérard Jugnot, il a l'acteur. Ouais. Mais c'est pas lui qui fait l'an 1999. Mais je pensais que ce dont tu parlais était sorti en 99, donc j'ai acquiescé en mode oui, c'est ça, mais je pense que c'est sorti bien plus tôt. Je crois que c'est quand Lavilliers avait sorti Ghetto et tout. Okay. Il avait complètement pompé l'instru, je pense. Ok, d'accord. Cet instru un peu reggae où il fait que des contrepétries très malaisantes. Ah bon, on parle pas du tout de la même chose. Oui. Ah oui, non, d'accord. Ouais, non, je parle vraiment de Gérard Jugnot. Je te laisserai voir la pochette du disque. Ok, j'irai voir ça. Mais tu vois pas ce que c'est du coup François Junot en 1999? Bah pareil, c'est un mec qui a sorti un seul single, sauf que lui il n'a pas fait de cinéma à côté, donc il n'est pas du tout connu. Et a une voix très nasillarde. D'accord. Sur une sonorité un peu cheap. Le truc est sorti en 79. Ok, ça risque de me plaire, ça. Et c'est assez particulier. Ouais, ok. Et il se trouve qu'il y a quelques autres morceaux de lui sur Internet, mais la grande théorie, c'est est-ce que c'est vraiment des morceaux de lui ou est-ce que, comme c'est devenu un truc un peu culte sur les internets, des gens ont copié le... Ah ouais, ok. Je pensais que t'allais dire, est-ce que c'est un producteur qui a pris le truc en main et qui a fait figurer un chanteur dessus? Bah, la Plastique Bertrand, justement. Ouais. Donc, c'était la belle époque. Je te montrerai ça, tu verras. C'est, ouais. Pour les soirées YouTube entre potes, c'est un grand moment. Trop bien. Et alors, la première question tirée va être, penses-tu être un bon ami? Et on commence tout de suite par quelque chose d'assez deep. Eh bah ouais, je pense être un bon ami. Je l'espère plus que je le pense, mais je pense être un bon ami. Ouais. Avec ses défauts. Bien sûr. Dans le sens où voilà, si un autre ami va pas bien, je vais agir en fonction, mais pas forcément. Enfin,
Oula, je risque de m'écarter un petit peu. Non, je pense être écarte-toi. Je pense être un bon ami, surtout envers les gens qui m'aiment pas trop. Ok. C'est-à-dire? Non, parce que je crois que si certaines personnes vont pas forcément pouvoir me sentir, moi je crois que j'aime à peu près tout le monde que je rencontre. Donc c'est en ça que je pense être un bon ami. Un bon ami. Alors, es-tu quelqu'un d'audacieux? Waouh, audacieux. Non, je pense pas. Comment est-ce que tu définirais l'audace? C'est quoi ça finalement? C'est un mélange entre l'ambition et la prise de risque. C'est rendre sa copie de philo blanche en disant c'est ça. Je crois que j'ai toujours voulu être audacieux, que j'ai toujours admiré l'audace et les gens audacieux, mais je ne pense pas. Mais je pense que l'audace c'est vrai. Comment je définirais l'audace? C'est un mélange entre culot et ambition, peut-être. C'est ça. Je dirais qu'il y a un côté faire des choses courageuses et le faire avec une forme de panache, mais qui peut virer au m'as-tu vu. Donc Oui, un petit peu entre la provocation. Ouais, il y a un peu cette idée de provocation dans l'audace. Ben non, mais je crois que en effet, je pense que j'aime beaucoup les gens audacieux et que j'en ai rencontré beaucoup et c'est en ça que je peux pas mentir. Je pense pas être audacieux du coup, en pensant à eux ou à elle, à Yels. Ou à Yel. Oui, tiens, on s'était fait la remarque avec ma copine que durant ton concert, tu parlais des copains et des copaines, mais pas des copines. Et on était en mode, bah alors? Il y a que les hommes et les personnes non binaires qui sont les bienvenus. Et les femmes peuvent aller se faire voir. C'est vrai que j'ai pas mal de lacunes dans ces typologies de langage-là. En fait, j'aurais aimé dire tout simplement copaine, dans le sens où moi je pensais que copaine c'était vraiment le tout le monde. Oui, bah en plus tu vois, c'est ça, quelles que soient les questions de genre donc c'est super que t'aies remarqué ça. Parce que je me suis dit, merde. Je me suis dit, ah non, putain, je voulais pas dire ça. Si j'étais resté sur mon intention de base, j'aurais simplement dit copaine. Oui. Je sais pas si je l'aurais bien utilisé. Il me semble que c'est. En tout cas, enfin, je suis pas non plus un expert, mais il me semble. En tout cas, c'était une erreur de ma part. Non, quelque chose. Rien de dramatique. Et mais par rapport à l'audace, je pense que t'as quand même fait des choix un peu risqué dans ta vie. Je sais pas, par exemple, tu parlais tout à l'heure d'un moment où tu avais vécu en Chine. Ah oui. Ce qui est quand même partir assez loin de son milieu, assez loin de. C'était pour tes études d'ailleurs? C'est parti. J'y serais pas parti sans qu'il ne soit question d'études, ça c'est sûr. Moi j'étais aux Beaux-Arts de Nancy. J'ai fait 5 ans là-bas. Je savais vraiment pas quoi foutre quand on m'a demandé de faire un stage en 4e année. Et on m'a proposé, tu peux aller en Chine, il y a un petit programme de recherche, ça dure 3 mois, c'est ok. J'y suis allé. J'y suis allé avec quelques économies. J'ai été assez fasciné parce que c'était à Shanghai. C'est presque un pays en soi, quoi. C'est l'empire capital, quoi, par expérience, le portefeuille de la Chine. J'y suis allé là, je suis revenu de ces expériences, j'ai passé mon diplôme en France et j'ai passé un dossier pour faire un programme de recherche là-bas qui devait durer 9 mois et finalement ça a duré 3 ans. Ok, d'accord. Enfin 3 ans où j'étais plus livré à moi-même, on va dire. Après, pour en revenir sur l'audace, que ce soit le rapport à la musique, le rapport à partir un petit peu à l'étranger, justement, je pense que tous ces choix-là que j'ai pu faire sont tous sauf étrangement, sont tous sauf des choix audacieux. C'est finalement c'est des choses qui m'ont été proposées et finalement je me suis rué dessus sans forcément me poser la question de pourquoi je le faisais en m'écoutant. Mais c'est une forme d'audace du coup, je trouve. Ouais, peut-être, mais j'aurais du mal à le voir comme ça parce que
pour moi, en tout cas, j'ai jamais ressenti de trucs liés, de sentiments liés à l'inconfort. J'y allais, j'ai pu y aller sans trop me poser de questions. Peut-être qu'il y a une audace inassumée, peut-être, mais en tout cas, en fait, voilà, je suis par exemple, je suis un très mauvais voyageur. C'est-à-dire s'il y a une manière de voyager, en tout cas dans on va dire l'idée qu'on se fait d'un bon voyageur, je pense que je coche vraiment aucune des cases. Par exemple, en Chine, quand j'y suis allé la première fois, par exemple, je suis pas parti forcément tout seul. J'étais accompagné de quelques copains, quelques copaines. Enlever le copain. Et finalement, je partais un petit peu en colonie de vacances, quoi. Après, je me suis fait des amis sur place, donc rester en Chine, pour moi, c'était assez confortable. Ok, ouais. Après, on va dire... non, pourquoi je te raconte tout ça? Par rapport à l'audace. Non, peut-être que tu voulais dire que t'es jamais parti en voyage avec personne qui t'attendait, personne qui t'accompagnait. Ouais, alors voilà, justement, ça m'est arrivé quelques fois parce que en restant 3 ans en Chine, j'avais pas forcément un visa qui me permettait d'y rester 10 ans sans bouger de pays pour refaire un visa. J'avais une sorte de visa travail, mi-travail, mi-machin un peu bricolé, comme beaucoup connaissent, quoi. Du coup, tous les 3 mois, j'étais invité à partir de Chine juste en aller-retour, juste pour quitter le territoire, pour que mon visa, je pouvais faire un aller-retour en avion et c'était ok. D'accord. Mais je me suis dit pourquoi pas en profiter pour aller voir ailleurs. Donc je suis allé. Du coup là, dans ces situations-là, qui étaient des situations vraiment de suspens, quoi, de vide, j'étais tout seul, quoi. Donc j'ai été tout seul à Hong Kong pendant pas longtemps parce que Hong Kong c'est cher. Je suis resté 2 ou 3 jours. Ah, et Hong Kong, ça comptait quand même comme un voyage. Ouais, c'est hors de la Chine, quoi. C'était malgré la rétrocession à la fin des années 90. Ouais, c'est ça. Ça reste sur le papier. Tu n'es plus en Chine. D'accord. Sur le visa, en tout cas. Et j'ai fait notamment là où je suis resté un peu plus longtemps, c'était en Corée du Sud, à Busan. Là, je suis resté une petite semaine. J'y suis allé. J'avais une amie coréenne. Je devais lui ramener une valise là-bas chez ses parents. Je me suis dit tiens, du coup, je vais aller là-bas. Pourquoi pas? Ce sera pas Séoul. Ce sera Busan que je connais pas. Je connais juste ce film de zombies. Je me suis dit voilà. Très bon film terrible, de zombies. Vraiment génial. Fait pleurer et tout. Je me suis retrouvé là. J'avais mon auberge de jeunesse. Et en fait, donc voilà, je sais pas trop ce qu'il y a à voir sur place. Je m'en fous un peu sur le coup. Je cherche juste un bar qui me convient. Le bar était de l'autre côté de la rue. En tout cas, j'avais mon auberge de jeunesse. Il fallait traverser une rue qui était gavée de street food. Donc il devait y en avoir justement une dizaine. Je traversais cette rue, j'allais au bar et je revenais chez moi. Et finalement, tous les jours, j'ai fait ça et je suis un fou de cuisine. J'adore la bouffe. Alors à chaque fois, j'allais à ce bar. Et en traversant cette rue, j'allais dans un boui-boui différent chaque fois. J'allais manger, je mangeais des super trucs. Et j'allais à ce bar. Et franchement, toute ma semaine était rythmée par cette routine-là. Tu vois, c'est un petit peu, tu sais, dans le vocabulaire de la chasse, quand il y a un chevreuil ou un gibier qui fait le tour de la forêt, il prend souvent le même chemin. C'est souvent très circulaire. On les remarque par les herbes qui se tassent comme ça et on appelle ça les coulées, quoi. D'accord, ok. Et c'était un petit peu ma coulée à moi, quoi. Et finalement, j'allais dans ce bar, premier soir, j'arrive, je suis attablé, je me prends une bière, 2 bières. Bon, personne me parle. Voilà, mais bon, je reste 4 heures dans ce bar, je rentre un peu pété. Voilà. 2e jour, je fais pareil. Ok. Quelqu'un de loin me reconnaît de la veille, un petit salut, mais bon, à part ça, je perds la personne. Je passe ma soirée, je rentre, je mange, je rentre, je mange, je rentre. Et bon, je me commence à me sentir plutôt à l'aise. 3e jour, un groupe de Coréens vient de me voir. Genre, ah, salut et tout, machin. Où est-ce que un anglais un peu approximatif, ils me disent, ah, d'où tu viens? Ah, machin, à la France, Paris, tout ça. On prend des photos, des selfies, je fais ouais cool, j'ai des potes et tout, ils me prennent en selfie, ils retournent à leur table, ils me payent des verres, je fais ah trop cool, je me retrouve avec des mojitos, des trucs, et puis ils me disent bon et salut, et ils vont à la table d'à côté, moi je me retrouve tout seul avec mon mojito, et à un moment donné je vais les voir un peu en manque d'amitié, je dis ça au fait et tout machin, et là ils me sortent désolé mais
on est entre Coréens, là, on voudrait pas te mettre mal à l'aise en parlant coréen, du coup, on reste de ton côté, on passe notre soirée ensemble, quoi. Ils m'ont envoyé chier. Voilà. Ah, ça a le mérite d'être clair. Tu vois, oui, c'est ça. Voilà, le jour d'après, je rencontre quelqu'un qui m'invite à un baby-foot, un mec du Bénin, super classe, qui me fait découvrir la gastronomie locale. Donc notamment le barbecue coréen, avec qui je passe une bonne soirée. Et voilà, bon, c'est un peu ma semaine, mais sans le vecteur bar, il me serait rien arrivé de tout ça. Mais je dis, voilà, en général, un voyage, on dit aux gens qu'on a vu des trucs ou des choses. Moi, tout ce que j'en raconte, c'est des réactions un peu singulières, des choses. Et c'est pas très aventureux, et pas très, voilà, en tout cas, pas très... on va dire sportif dans l'esprit de voyage. C'est pour ça j'aime bien l'idée du mauvais voyageur, quoi. Mais alors, est-ce que dans cette société ultra consumériste qui nous pousse à faire le maximum de choses possibles lors d'un voyage, ce n'est pas justement l'audace que de partir en Corée du Sud à Busan et d'avoir une petite semaine tranquille, rythmée par les passages dans un bar? Et bah dans ce cas-là, franchement, à partir d'aujourd'hui, je pourrais dire que peut-être je suis quelqu'un d'audacieux. Formidable. Avec un peu de recul, je te remercie pour ça. J'appellerai cet épisode peut-être suis-je quelqu'un d'audacieux. Ça me va très bien. As-tu une phobie? Alors je pense que oui. Laquelle donc? J'ai guéri ma phobie des araignées il n'y a pas longtemps en regardant une dans les yeux que j'avais chopée dans un bocal, que j'ai été éduqué comme beaucoup de gens avec un papa qui lattait les araignées au plafond, un coup de pantoufle. Et moi, un coup, ma femme m'a dit, machin, bon, je pars au boulot, par contre, il y a une grosse araignée dans la salle de bain. J'en avais jamais vu une comme ça à Metz, dans ma vie. Du coup, je lui ai dit, je lui ai promis, je vais pas la tuer. J'ai pris un pot de confiture, j'ai mis un sous-boc, et à un moment, je l'ai prise en face de moi, j'ai regardé dans ses yeux, je crois que ça a plein de yeux, et je me suis dit, c'est vrai que c'est pas si terrifiant. Et j'ai guéri maintenant je suis copain avec les araignées. On a même une araignée de compagnie. Parfait. Qui a tissé sa toile au-dessus du bureau. Bref, ma phobie. Ah, j'en ai... C'est marrant, j'ai envie de redéfinir tous les mots. Tu vois, la peur du vide n'est pas forcément une phobie. Ça dépend. Est-ce que si on te met en haut d'une falaise, tu fais une syncope? Je suis pas loin, je pense. Ouais, je pense que je suis pas loin. Hein. Peut-être la peur du vide. Ouais, je suis pas très à l'aise. On est assez proche de la phobie quand même. Ouais, bah je pense que par exemple, alors il y a un truc que je me suis toujours dit, mais alors ça, jamais. Ma phobie, ce serait de ne pas avoir le choix que de faire une séance de saut à l'élastique, quoi. Ok. Voilà, je pense que je suis saut à l'élasticophobe. Très bien. Ah, vraiment. Ah, ça, c'est un truc. Même tu me proposes d'être millionnaire, je le fais pas. Jamais. Jamais. C'est vraiment un truc qui te. Non, je comprends pas. Ça, c'est. Le fait de se le jeter dans le vide. Ah non. Ok. Non. À côté de ça, t'es confortable en avion. L'avion, ça va, c'est cool. Oui, ça va. Ok, mais c'est vrai, le fait d'être relié, peut-être. Oui, et surtout de ne pas être seul. Hein. Quoi. Oui. Sauf dans un jet privé, j'aurais peur. Mais non, je pense que l'avion, c'est très cool. Okay. Après, ça m'est arrivé quand il tremblote. Je suis pas bien, mais je pense, c'est assez banal. Mais la phobie du saut à l'élastique, non mais c'est première fois que je l'entends et en même temps je trouve ça assez logique. Oui, finalement. Comme peur. Et en plus de ça, tu viens de donner le remède pour ne plus avoir peur des araignées. Donc, c'est ça, faut la regarder dans ses yeux. je la transmettrai à quelques personnes. Dans 100 ans, qu'aimerais-tu que les gens retiennent de toi? Un plat que je leur aurais cuisiné. Alors je ne sais pas lequel, mais... Ah bah non, tu peux pas... j'ai même pas le droit de prévoir ça, quoi. Mais je pense que dans 100 ans, si on me dit, franchement, j'ai mangé les meilleurs harengs pommes à l'huile de ma vie, c'était chez lui, c'était il y a 100 ans. Là, je pense que T'es content? Oui, je serais content d'avoir... passer l'arme à gauche, quoi. Parce que tu disais que t'étais un fou de cuisine, donc toi-même tu cuisines beaucoup. Ouais. Et alors c'est quoi un peu on va dire tes recettes refuges, genre où tu sais que tu les maîtrises, si tu dois
faire plaisir ou enfin c'est faire plaisir ou un peu impressionner quelqu'un en cuisine, tu vas te dire allez je fais ça parce que je maîtrise et que c'est quand même bien bon. Ouais, bah justement, je suis très périodique quand j'essaye. En fait, j'adore l'idée de revoir des bases de cuisine. J'adore ça, donc les plats bien français qu'on connaît. J'aime bien me dire, tiens, c'est marrant, on m'a toujours dit que, par exemple, tu vois, on m'a toujours dit, moi, mon plat préféré, c'est le bourguignon, blabla. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'en ai jamais mangé un bon dans ma vie, en fait, c'est parce que je trouve pas ça dingue, de par le choix des morceaux, de tout ça. Du coup, je me dis, mais comment je peux le faire avec, par exemple, pour que ça me plaise à moi. Et je peux y passer une semaine, genre j'en fais tous les jours. Ah ouais, ou alors je le fais vraiment en confire pendant 1 ou 2 jours. Les plats confits, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, on peut même satisfaire les gens qui mangent pas de viande avec ça. Bien sûr. Dès l'instant où ça confie. Mais un plat phare, bah du coup, enfin, moi j'ai mes petits tricks, quoi. Par exemple, si je fais un bourguignon, qu'on me demande un bourguignon, donc je vais bien le faire avec le plat en céramique dans le four pour bien que ça confise et tout. Et je déteste les morceaux de viande ingrats, cartilagineux et tout machin. Alors je me dis, il y a un bout de viande qui est vraiment pas cher, que tout le monde peut faire et qui est exceptionnel, c'est la joue par exemple, quoi. Ok. Donc voilà. C'est vraiment pas cher la joue ? Ah ouais, vraiment pas. Okay. Vraiment pas. Moi ça m'a permis de bien manger 1 fois par mois ou 2 fois par mois en étant étudiant, en faisant des plats de roi, quoi. Okay. Vraiment. Alors après, voilà. Qu'est-ce que... En fait, ce que j'aime bien faire, c'est proposer un plat très simple, mais où j'aurai plein de préparations qui feront un peu que, voilà, quand je parle de hareng pomme à l'huile, par exemple, je me dis que ce sera un peu hareng pomme à l'huile, mais plus, quoi. Ouais. C'est-à-dire avec quoi je les sers en termes de comment on appelle ça, de pickles, quoi. Avec quels légumes tu fais tes pickles, avec quel vinaigre tu les fais mariner, tout ça. Comment est-ce que tu fais monter soit une crème légère, soit une crème de soja pour la faire bien mousser avec de la nette ou de la ciboulette, ou ce genre de trucs. Et en ce moment, je ferais ça. Ouais, c'est bien ma période, même par la cuisson des pommes de terre, quelles pommes de terre et tout, machin. On est d'accord que tu mets aussi des pommes fruits dans le hareng pomme à l'huile. Des pommes fruits ? Ouais. La pomme fruit, c'est ça ? Le fruit pomme. Enfin, tu mets des pommes de terre et des. Ah, il y a une recette comme ça ? Ah bah ouais, moi une recette que ma mère a souvent faite quand j'étais gamin, plutôt d'entrée, c'était pommes de terre cuites à l'eau, filet de hareng à l'huile, pommes fruits. Morceaux de pommes fruits, pas cuites, enfin cru comme ça, et pareil, crème fraîche avec un peu de citron et de ciboulette. Grâce à toi, je vais peut-être améliorer la disquette. Je te recommande parce que les deux vont quand même très très bien. Cool. Le mélange des trois, pommes de terre, pommes fruits et hareng, c'est pas mal. Ah ouais, écoute, alors c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je rigole pas avec ça. Tu me diras. Ouais, carrément. Je t'enverrai un selfie. Tu me diras ce que t'en penses. Mais en tout cas, ça donne envie d'être invité à ta table. Ah, trop bien. Je vais programmer un petit séjour à Metz d'ici peu de temps pour nous. Franchement. Écoute, on va continuer à parler de nourriture. Si tu ne pouvais plus manger que 3 aliments, lesquels seraient-ce ? Alors, pas très original. Plus que 3 aliments. Ouais, plus que 3 aliments. Ok. Les pâtes. Les pâtes. N'importe quelle forme de pâtes. Les pâtes, c'est sûr. Il n'y a pas de liquide, c'est vraiment, on est dans de la mâche. Oui, et j'ai même tendance à exclure les condiments. Oui. Genre l'ail, le gingembre, le poivre, tu peux te les garder parce que tu vas pas te nourrir de ça. Oui, c'est ça. Du coup, je garderai les pâtes. Je garderai la mozzarella fumée. Ah oui, c'est précis. Ouais, très précis. Oui, parce que ça, c'est vraiment quelque chose. Après, ça risque d'être très italien, étrangement, parce que je découvre peu à peu la cuisine italienne, c'est quand même incroyable. Je garderai ça. Ah ouais, mais ce serait le rêve. Ça, et puis la Saint-Jacques, quoi. Ok. Ah ouais, je ferais ça, je crois. Ouais. Très bien. Un peu c'est pas luxe, mal. Oui, c'est pas mal. Autant se mettre bien, quoi. Oui. Mais t'as pas peur d'en avoir marre, genre au bout de. Peut-être que je le regretterai. Je regretterai jamais les pâtes. Je regretterai peut-être la mozzarella fumée parce que quand même il y a moyen de s'en lasser. Il faudrait un légume ou un truc comme ça. On va rester là-dessus, je pense. On va rester là-dessus.
Pas de légumes. Ouais, non, pas de légumes. Pas de légumes. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait jamais donné? Ah, waouh. Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, on m'en a donné un, c'est sûr. Ah ouais, un conseil sublime. Ou en tout cas une aide. On m'a un très bon ami à moi, je vais me le citer, il s'appelle Pat Perrin. Il habite à Metz. Il est quasiment messin. Un jour, il m'a dit, il parlait plus à une assemblée de potes quand il a dit ça, parce que certains d'entre nous n'allaient pas forcément trop bien à ce moment-là. Et moi, j'ai retenu ce truc et franchement, je le ferai graver si je pourrais ou quoi. Je sais plus comment il l'a formulé. Mais en gros, il a dit la musique, l'art, la culture, avant 30 ans, c'est vraiment chiant. Tu vas voir que ça vaut le coup de s'accrocher parce que c'est à partir de 30 ans que les choses deviennent vraiment cool. Ok. Et bon, pour moi, c'est un super conseil. Parce que premièrement, c'est un conseil qui vise à dire te pose pas la question, fais les trucs et fais en sorte que ça se passe bien pour toi. Et c'est surtout un conseil qui vise à dire c'est cool de vieillir. Ouais. Et du coup, vieillis bien comme tu souhaiterais vieillir. Et franchement, j'y ai pensé tous les matins pendant un certain temps. Et franchement, ça me file un sacré coup de main. Bah, surtout dans un domaine qui est quand même très, très porté sur le jeunisme. Exactement, ah ouais, et complètement. Justement, et quand tu vois les nouveaux artistes qui pètent, une fois que t'as passé les 25 ans, tu te dis bon bah je vais arrêter parce que clairement. visiblement on peut faire comme de la le musique. Foot, quoi. C'est vraiment non, complètement. Et justement, les bons conseils sont justement ceux qui vont à l'encontre des idées reçues et de ce qu'on essaye de te faire croire, notamment dans l'industrie musicale. Regardez ce jeune génie de 22 ans, c'est incroyable. Regardez ce jeune cinéaste et tout machin. Moi, les gens que j'admire le plus sont des vieux de toute façon. Même si voilà, des gens qui me parlent assez sont très jeunes, je trouve que penser au fait tout simplement de vieillir, et moi je me suis toujours dit le plus important c'est peut-être voilà, d'avoir un certain âge, de regarder derrière toi et te dire bon c'était pas si mal quand même, plutôt que se dire mais qu'est-ce que j'ai foutu, enfin vraiment je pense que c'est quelque chose qui est quasiment l'ordre de l'antisystème en fait, d'être pro vieillesse quoi. Ok. De toute façon, après moi je suis pas très difficile à convaincre, je crois pas au génie, je crois pas aux artistes qui pètent comme ça. Pour moi c'est pas, je crois aux gens qui travaillent leur art, je crois à ceux qui ont le talent de s'y consacrer. Je dis bien le talent de se consacrer à leur pratique, parce que le talent inné, j'y crois pas, par exemple. Non. Je pense pas qu'il y a des gens qui sont plus. Je pense qu'il y a des intuitions et il y a des sensibilités plus ou moins développées, mais qui finalement, je pense que c'est des choses liées à l'existence aussi, quoi. Après, bon, il y a peut-être des choses chimiques et physiologiques, mais tout ce qui est de l'ordre du scientifique, ça me dépasse. Mais je pense que on est avec des sensibilités plus ou moins accrues. C'est peut-être ça qu'on appelle le talent, mais pour moi le talent c'est la persévérance quoi. C'est persévérer et non pas forcément travailler, hein, parce que travailler ça peut être un méchant mot et un mot culpabilisant. Mais ça peut bah, ça dépend dans quel contexte il est placé, je pense. Il y a toute une typologie de mots aujourd'hui que je trouve pas forcément bienveillante. Je pense il y a beaucoup de choses qui me restent toujours en tête depuis pas longtemps. Par exemple, parler de projet. On a du mal à parler d'autre chose que de projet quand on parle de ce qu'on fait dans la vie, même si surtout quand c'est artistique. Mais qui est effectivement un langage très managérial. Ouais, je trouve. Je peux pas m'empêcher de me dire ça, et c'est quelque chose à laquelle j'adhère pas du tout, comme si on devait sans arrêt se légitimer de ce qu'on fait. Alors qu'en fait on est tous des éternels angoissés, comme si on se réfugie derrière ces grands mots-là qui ne nous appartiennent pas. Mais il y a plein de gens avec qui je suis pas d'accord, qui comprennent pas trop mon offuscation, hein. Enfin, c'est juste que j'ai jamais autant entendu parler de projets que depuis les 10 dernières années là. Et ça a commencé à me faire flipper un moment. Bon, bref. Et sur le travail, parce que
pour moi, persévérer, il y a l'idée d'un effort. Et mais persévérer, pareil. Et l'effort indique un travail. Donc, ouais, c'est ça, ou l'effort, ou la... En fait, moi, la persévérance, pour moi, j'y vois comme un exercice qui vise à, avant tout, croire le maximum en soi et à avoir la vie qu'on désire avoir, sans forcément l'idée de s'user à quelque chose, ou de labeur, ou de machin. Pour moi, il y a l'idée de se réaliser qui prédomine tout ça, quoi qu'on fasse. Hein. Ah, mais moi, je suis très pour qu'on se réapproprie le mot travail pour ce genre de choses. On peut aussi. Et que je trouve que justement le capitalisme et le néolibéralisme dans lequel on évolue veut nous faire croire qu'il n'y a que justement le labeur et l'emploi qui crée de la richesse et qui nous rémunère, qui doit être qualifié de travail, et que tout ce qui est fait en parallèle n'est pas du travail. Exactement. Alors que un gamin qui va passer des heures et des heures à pratiquer la guitare dans sa chambre, c'est du travail. Il commence déjà à travailler, il le fait avec autant d'assiduité. Et oui, ça va pas, il n'y a pas de valeur marchande qui est créée. Et alors, c'est du travail. Exactement. Et tu vois, notamment, on a beaucoup parlé du droit à la paresse là avec la réforme de la retraite, le droit à l'oisiveté, et le droit à l'oisiveté, et qui est quelque chose effectivement dont je pense qu'il faut parler. On a le droit de vouloir rien faire, mais je pense aussi qu'il faut empêcher ces personnes-là la Macronie sur le chose de s'approprier le mot travail et de leur dire non, en fait, il y a cette solution, votre vision du travail est étriquée et biaisée, et quelqu'un qui s'engage dans une association, c'est du travail. Quelqu'un qui va voir le psy, c'est du travail, tu vois. Donc, complètement. Je trouve que c'est un mot très noble auquel il faut pas. C'est vrai, pas leur céder. C'est la meilleure manière de réagir, je pense, parce que eux, se sont quasiment appropriés ce terme. En se basant sur des vieilles valeurs croulantes qui basent le travail sur l'effort. Enfin, tu vois, que c'est la plupart des gens qui se disent, mais en fait, le principe d'un travail, c'est que ce soit tout sauf satisfaisant pour sa vie. Et que ce soit une forme de souffrance. Qu'on doit transpirer, voilà. En fait... personne aujourd'hui, je pense qu'en tout cas pas beaucoup de gens sont pour l'esclavage. Non. Et je pense que leur vision du travail peut vite s'apparenter à ça. Et ce n'est pas le travail en fait. Oui. C'est vrai. Mais du coup je vais dans ton sens, c'est bien dit. Je vais vachement penser à ça maintenant. À ça et aux pommes fruits et aux clairs. Je dois les pommes, le travail. Travailler à faire les meilleurs harengs pommes à l'huile. Y a-t-il quelque chose qui est considéré comme un luxe mais dont tu ne pourrais pas te passer ? Alors que moi, genre un luxe que je me permets dans ma vie, que je pratique déjà et dont je ne peux pas me passer. Comme un luxe. Parce j'ai pendant longtemps tendance à me considérer comme chanceux ou quoi que ce soit, même en étant dans une situation financière pas super adaptée. On m'a à un moment donné dans ma vie, j'ai quand même un peu travaillé alimentairement au FRAC à Paris, et j'avais une collègue avec qui on parlait. Le Fonds régionaux d'art contemporain. C'est les collections d'art contemporain publiques, quoi. Il y en a une dans chaque région. Et cette collègue, on parlait moi mon rap, j'ai pendant longtemps touché le chômage. J'avais un chômage à 700, 800 euros. Et je parlais de ça avec ma collègue. Et je me disais, voilà, enfin, moi, ma vie, je crève pas sous les ponts. Je me considère donc comme quelqu'un de chanceux vis-à-vis d'autres. Et elle m'a tout de suite engueulé. Elle m'a dit, non, il faut pas se reposer là-dessus. Il faut pas que les gens précaires se disent, mais j'ai de la chance par rapport à d'autres. Parce que tu as le droit d'être en besoin, quoi. Du coup, il y a beaucoup de choses que je considère comme un luxe, mais finalement, peut-être pas tant que ça. Mais si, bien sûr, j'en ai un. J'ai la chance par le biais de ma compagne, j'ai la chance de pouvoir passer beaucoup de temps à la campagne. Campagne. Putain, je l'ai pas cherché celle-là. Entre les Vosges et l'Alsace. Alsace ou Vosges, ça dépend des écoles de pensée. Oui, mais j'ai la chance de pouvoir m'y réfugier. À peu près quand je veux, dans une belle petite maison en haut d'une montagne, et ça, je pense que
J'ai le luxe de pouvoir profiter de ça. Et t'aurais du mal à t'en passer. Et j'aurais du mal à m'en passer parce que il y a que là-bas que j'arrive à couper de tout, quoi. Ok, ouais. Voilà. Même en foutant rien en une journée, si mon studio est à côté, je cogite. Là-bas, ouais. J'arrive, je ferme les yeux et je dors 26 heures. Ok. Il y a que là-bas que ça arrive. Ouais. Et tu fais des randonnées Même pas, je Même crois. pas, d'accord. Bah, j'aimerais bien, mais à chaque fois, elle-même me dit, viens, on va marcher. Je dis, je vais m'allonger, là. Je vais lire ce Tintin, là. Il est très bien, cette bande dessinée. Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer? Que j'aurais aimé... Ça revient à la question de tout à l'heure, qui serait encore en vie aujourd'hui ou qui est... Bah là, pour le coup, ça sous-entend un peu que c'est mort et que la ça personne est morte. jamais. Ouais. Alors, faut que j'en choisisse une. Ah, s'il y en a deux qui viennent, prends les deux. Hein. Je suis obligé de... Et pareil, si la personne que tu as le plus envie de rencontrer est toujours vivante, on prend aussi. Ouais. Bah, j'aurais vraiment... Je vais parler malheureusement de 2 personnes défuntes parce qu'en plus je crois que ça s'est passé un peu dans la même période et ça m'a vraiment blessé. C'est la première fois de ma vie. Je crois que j'aurais adoré rencontrer Arnaud, mais vraiment beaucoup. Genre même une soirée malaisante où tu sais pas trop pourquoi t'es là, en face de lui. Mais je sais pas, j'aurais capté un truc hyper simple, je pense que j'aurais aimé vivre ou j'aurais adoré, je sais pas. J'aurais bien aimé croiser son regard, même tu vois, à l'autre bout d'un bar ou quoi. Il y aurait lui et notre tonton à tous ceux de ma génération, je pense, qui est Jean-Pierre Bacry. Ok, ouais. Je pense que ouais, c'était vraiment les deux qui m'ont tué. Ah, ça m'a achevé, ouais. Et je me dis que c'est vraiment trop tard, quoi. Bah, malheureusement, ouais. Et c'est vrai que oui, c'était très très proche. Ouais, c'est vraiment là, j'ai tout perdu, quoi. C'était dans la même année, ouais. Ouais, complètement. Y a-t-il un sujet de conversation un peu absurde que tu aimes lancer dans les soirées? Grave. J'en ai un beau, là. Vas-y. Là, je vais envoyer ça à tous mes amis, là, parce qu'il y en a plein qui souhaitent me tuer tellement ils en peuvent plus, ils veulent me faire taire, je pense, mais je persiste. Vas-y. À Metz, dans cette belle ville de Metz, mon amie Marietta m'a un jour dit, écoute, si un jour tu rentres de soirée, je vais te donner une adresse, ils font des pizzas, ils ont leur propre service de livraison, donc tu les appelles, ils te livrent une pizza entre 10 et 13 euros. Ils viennent avec leur propre système de livraison, comme je le disais. Ils arrivent, tu commandes ta pizza, ils te parlent très bien au téléphone, ils t'amènent ta pizza, et il s'avère que cette pizzeria, du coup, s'appelle OK Pizza. Ok. Alors, Marietta, quand il me l'a vendu, il me dit, bon, franchement, tu commandes. Il m'a dit, OK Pizza, c'est vraiment OK, quoi. Et, ok, bon, bah, je vais essayer, hein. Le jour est venu, forcément, gueule de bois, le lendemain et tout. Ce soir, ce sera tentative OK Pizza. Je suis très, très exigeant sur le rapport entre le prix de ce que tu manges, comment c'est fait. J'arrive, je vois la pizza, machin. Moi, je commence à la manger. C'était la fromagère. Ils ont une pizza qui s'appelle la pizza sympa, qui a l'air sympa. Et cette pizza que j'ai mangée, elle était vraiment, très sincèrement, vraiment OK. La pâte était OK. Le service était OK. C'est vraiment, mais c'est un vrai OK, quoi. Oui. C'est un vrai 0 kill. C'est un vrai OK. Je pense que s'il faut définir le terme OK, on le définit par OK Pizza, quoi. Et à chaque fois, maintenant, j'en parle aux amis. Je leur dis, écoutez, j'ai trouvé la pizza. Mais c'est très étrange parce que je les bassine avec ça, mais j'y crois dur comme fer. J'ai une espèce de, je pense vraiment que c'est la définition de OK. Et à chaque fois, je propose à des amis, écoutez, je vais vous proposer une pizza, c'est vraiment OK. Et toutes les questions qu'ils me disent, je leur dis, tout est OK, quoi. Et un coup, je suis même allé les voir, je suis passé en vélo, j'arrive et je les vois sur place, donc pas au téléphone. Et ils m'appellent, genre, Gaël, la fromagère est prête et tout. Et ils sont super sympas. Et je les regardais dans les yeux, le patron du truc, j'aurais dit, vous savez que vous êtes vraiment OK? Il m'a dit, merci. Si c'est OK, c'est OK. Et il m'a dit,
vraiment. Et vraiment, j'ai d'ailleurs mon ami Rod du groupe, il a vraiment voulu me tuer, je pense, tellement il n'en pouvait plus, parce que j'en ai parlé pendant tout un trajet d'1 heure en voiture, en revenant d'un festival. Je lui ai dit, je vous propose un truc, ok, ce serait une soirée, ok, avec des pizzas, ok, on passera un moment vraiment, pas unique, mais vraiment ok, quoi. Et voilà, c'est entre quelque chose d'absurde et de vraiment, voilà, et je suis obligé de faire un peu de pub. C'est vraiment ok. C'est vraiment ok. D'autant plus que tu peux cumuler des bons qui sont sur la boîte. Et c'est vraiment, vraiment ok. Aussi bien d'un point de vue business pour eux, j'imagine. Ça marche bien, ce genre de truc. Mais la pâte est vraiment ok. Les produits sont ok. Je garantis pas la fraîcheur, mais on parle de ok, quoi. On parle de ok, ouais. Le standing du ok. Donc voilà, et là je suis en boucle là-dessus. Très bien. Voilà, rien d'exceptionnel. Non, mais effectivement, un truc un peu absurde. Voilà, comme, ouais, je pense quand même en toute objectivité que c'est un peu absurde. Comment les gens qui te connaissent te décrivent-ils ? Dans le cosmos, je crois. Ouais. Ah ouais, je crois que on m'a jamais dit, et puis j'ai toujours un peu peur de savoir qu'est-ce qui se dit quand t'es pas là dans la soirée et tout machin. Des fois, vaut mieux pas trop le savoir, mais j'aime tellement tous mes amis que j'y pense même pas. Mais je pense que voilà, ils me considèrent comme voilà. Ah oui, non, je suis très connu pour ne décrocher les conversations. Ok. Quitte à ce que moi-même, des fois, je suis l'instigateur d'une conversation. On parle, je te pose une question. T'y réponds avec vraiment avec conviction, avec engagement, et moi je décroche alors que je t'ai posé la question et je sais même plus de quoi tu parles. Et et en plus de ça, je suis un très mauvais menteur, donc tu ne croiras pas. Tu dis ok, il a décroché, quoi. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup me connaître pour dégager ça, mais oui, on va dire ça. Je décroche facilement. Jean-Michel Cosmos, on va dire ça. Sauf quand il s'agit de parler d'Ok Pizza. Ah là, par contre, non, là, je te tiens. Enfin, vraiment, on peut y passer des heures. Alors, quel est le pire défaut à tes yeux ? Et à l'inverse, quel est celui que tu pardonnes le plus facilement ? Alors, le pire défaut à mes yeux serait... En fait, j'aime pas quand les gens se mettent mal eux-mêmes et s'infligent des choses. Et ça peut être un mélange de plein de trucs. Donc, je vais pas te dire la culpabilité parce que ça, c'est quelque chose qu'on ressent tous et qui peut finalement être assez sain. Mais du coup, ce serait pas la culpabilité. Le plus grand défaut, ce serait peut-être... Non, un défaut vraiment, vraiment pas forcément acceptable pour moi, c'est peut-être la négation de l'autre. Ok, ouais. Dans tous les sens du terme. Même pour se protéger, hein, on peut être beaucoup à faire ça ou pas, mais ouais, la négation de l'autre, je dirais... ouais, parce que de ça découle le jugement, sans arrêt se dire que voilà, on reste encore dans ce discours-là, mais ça m'arrive du coup de parler avec des gens qui vont avoir une petite culture, comme moi j'ai ma petite culture politique. Certains l'ont, mais dans un sens où voilà, finalement... ce qui lui est arrivé à cette personne-là, bah, ça devait lui arriver, il a un peu cherché. Oui, mais en même temps, tu sais, c'est un sans-abri, mais bon, il l'a un peu choisi. Tout ça, non, j'accepte pas. D'accord, ça rentre dans le champ de la négation. Et justement, du coup, un défaut que j'estime être comme un défaut dans le sens où c'est quelque chose qui peut mettre à mal un état d'esprit ou une vie, et peut-être mais celui que j'excuserais du coup serait peut-être justement la culpabilité. Je dirais que la culpabilité est un vilain défaut parce que on peut s'y réfugier et s'y réfugier en se mettant vraiment mal, en s'y posant les mauvaises questions, et parfois plus on est coupable, plus on se sent coupable, plus on continue à faire de mauvaises choses. Mais c'est quelque chose de tellement universel et tellement humain que c'est quelque chose que je me pardonnerai. Puis c'est étrangement paradoxal de culpabiliser. Bien sûr, c'est que tu es coupable de quelque chose, mais du coup l'idée de pardonner ce défaut-là, ça évince la culpabilité d'un côté. Ah, tu vois, c'est un Inception, effectivement. Mais ouais, je dirais ça, ouais, la culpabilité.
As-tu déjà changé radicalement d'opinion sur un sujet? Sur un sujet. Ah oui, 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 je vais trouver. Parce qu'a priori, ce qui vient, c'est ne pas avoir une opinion très tranchée, puis après avoir été convaincu. Ah, ça peut être avoir été convaincu d'un truc et être convaincu de l'inverse après. Et avoir été convaincu de l'inverse, ouais. Ouais. Par exemple, tu demandes au moi d'il y a 10 ans mon rapport à la violence, notamment à la violence des manifestants ou des émeutes. Je dis, ah non, mais ça sert à rien, c'est contre-productif. Et aujourd'hui, tu penses l'inverse? Ah, maintenant, ouais. Ah, okay, ouais, Enfin, disons que je pense pas que ce soit forcément devenu... Je pense pas que ce soit productif ou ce genre de choses, mais je pense que se concentrer sur ce genre de violence... c'est un réflexe bourgeois et que ces violences ne sont jamais qu'une réaction à la violence institutionnelle moi, pour de le l'État. Coup, j'ai toujours pensé dans ce sens-là, quoi. Étrangement n'étant pas, même moi, enfin vraiment, je suis l'antithèse de la violence dans ma vie. Pareil. Mais par contre, du coup, étant donné que je suis à l'antithèse de la violence, j'y suis sensible et j'essaye à chaque fois, je pense. Essayer de me dire que la question la plus importante à se poser, c'est d'où vient la violence. Et je pense que la plupart du temps, elle vient pas dans le cadre de la revendication politique. Elle vient jamais des manifestants, black box ou pas. Je pense que des gens sont là pour en protéger d'autres. Je pense que tellement d'agressions ont été faites qu'on est vraiment dans une optique de défense. Et même tout avec les malheurs qui sont arrivés ces derniers mois, j'entends même des gens de mon entourage qui commencent à remettre en question le rapport aux émeutes, à tout ça. Et en fait, j'en reviens jamais de ce que j'entends. Je leur dis non, mais attendez. Là, on parle d'émeutiers qui brûlent des médiathèques, machin, blabla. Mais moi, ça vient d'où? Oui, c'est ça. Il y a des choses accablantes qui sont arrivées qui ne devraient jamais se passer dans l'histoire de l'humanité, qui se passe là, et vous me parlez d'émeutiers. Oui, c'est pas la bonne solution. Non, arrêtez. Enfin bon, bref, on est d'accord là-dessus du coup. Je sais pas si tu connais la rappeuse Lagal. Lagal, qui est une rappeuse de Genève en Suisse, mais qui est une rappeuse que j'aime beaucoup et qui a, je trouve, une phrase donc j'ai l'impression nous décrit assez bien toi et moi. Elle dit, je suis pas non violente, mais je reste pacifiste. Ah ouais. Ah c'est bien. Et donc, c'est bien, super, je note. Toi, un sujet sur lequel tu as changé radicalement d'opinion à un moment. Qu'est-ce que ça pourrait être? Après, si ça peut t'aider ou t'orienter, ça peut être aussi si tu as changé radicalement de manière de composer ou de manière de produire de la musique à un moment, ça peut aussi, je pense, rentrer dans le cadre de la question. Oui, clairement. Je vais peut-être rester sur un truc. Ça peut être les expériences qui te font changer d'opinion. Bien sûr. Pas forcément les rencontres, enfin les deux, quoi. Qu'est-ce que je dirais? Je vais parler de ça, je pense. C'est ce qui me vient tout de suite dans la tête. En étant en Chine, à Shanghai, j'étais pas forcément... comment dire, j'étais pas forcément au courant de ce que j'allais voir à Shanghai. Je m'étais pas du tout renseigné sur ce grand pays, ni sur cette grande ville. Je savais pas qu'il y avait, par exemple, une si grosse communauté de Français. Ok, d'accord. Donc j'arrive au bout de quelques mois. Ouais, si quand même beaucoup ils vont pour le boulot, voilà. Et du coup, au bout de quelques mois, je rencontre un Français là-bas, et moi j'étais étonné de voir un Français, alors qu'en fait il y a même des quartiers qu'on appelle la concession française, quoi. Ah ouais, d'accord. Même pas ex-concession, on appelle vraiment concession anglaise, concession française. Mais après, je veux pas dire n'importe quoi parce que je suis une bille en histoire et encore plus géographie internationale et tout. Mais les Chinois eux-mêmes parlent de concession parce que en fait eux-mêmes parlent de dynamique de colonie, mais ils parlent de colonie commerciale avec l'Europe et tout. Il n'y a jamais eu
on va dire, de violence ou de démarche coloniale, on va dire, entre guillemets, fascisante et torsionnaire là-bas, quoi. Parce qu'on a, pendant longtemps, fait du commerce avec la Chine, et du coup, eux n'ont pas forcément de connotation péjorative au mot concession, je pense. Et en fait, voilà, je savais pas qu'il y avait tout ça. Je parlais à une personne qui était, comme beaucoup, étudiant, et cette personne m'a vraiment atterré, quoi, de par ces sujets de conversation envers la population chinoise, surtout envers les femmes. Sans passer de détails, je pense que beaucoup de personnes peuvent imaginer où je veux en venir quand il s'agit de réactions ultra ethnocentrées de la part des Occidentaux sur voilà, le voyage, le sexe, voilà, tout ça, les fantasmes, l'impression de domination de l'autre. Et ce gars-là m'a dégoûté. J'en ai rencontré plusieurs comme ça, et du coup à un moment donné, au bout de 6 mois de mauvaises rencontres, je me suis dit, ok, je suis pas prêt de rentrer en France. J'avais vite catégorisé ça comme, ok, nous les Français, nous sommes des cons. Et ouais, j'avais plus trop envie de revenir, parce que la seule image des Français que j'avais, étaient ces gens-là. Du coup, je parlais à tout le monde, sauf à des Français, même des Allemands, je lui parlais et tout machin. Et donc je me suis écarté pendant plusieurs mois des Français, ce qui m'a permis en plus de me rapprocher de vraiment de collectifs artistiques dans des bunkers dans la ville, des trucs trop bien tenus par Américains, Chinois, Australiens, Africains, enfin voilà, trop bien quoi. Et dans un de ces collectifs, j'ai fait la rencontre. Je crois qu'il s'appelait Grégor. Il était allemand, il était là depuis une trentaine d'années. Il faisait de la sérigraphie. Il faisait de l'édition et tout, un super beau boulot. Ça fait vraiment longtemps. Je pourrais plus retrouver son nom. J'avais pas mal sympathisé avec lui et je lui ai dit, waouh, toi, ça fait 30 ans que t'es là, 20 ans, je sais plus. Et je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses, toi, des Français? Et puis je lui raconte exactement la même anecdote et tout machin. Et puis il me dit, en anglais, il me dit, oulala, attends, je t'arrête tout de suite. J'ai eu la même chose avec les Allemands. Ça a duré 1 an. En fait, peut-être que ce qu'on a le plus de mal à digérer, c'est qu'on comprend directement la langue et qu'on a nous-mêmes les habitudes culturelles du pays d'où on vient et qu'on interprète tout. Et je peux te dire que des gros cons allemands, il y en a. Et voilà, machin. Et il m'a fait... je me suis dit, bah ouais, j'y ai jamais pensé, j'avais pas cette distance-là. Et il m'a dit, non, mais te prive pas, tu risques de te priver de belles rencontres, de gens cool, et tu vas les catégoriser, il faut pas faire ça. Moi, ça fait 30 ans que je suis là, j'ai fait ça pendant plusieurs années, je l'ai un peu regretté. Va voir les gens bien, et puis c'est tout, quoi. Donc lui, il m'a bien fait, il m'a bien fait switcher. Changer d'opinion, Ouais, et c'était très sage, quoi. Alors, y a-t-il un film que tu as tellement vu que tu cites les dialogues au quotidien? Le dîner de con, direct. Ah oui. Y a pas de l'histoire du boomerang ah ouais, non, c'est... au nombre d'allumettes. Le nombre d'allumettes, le Golden Gate de San Francisco. Elle s'en fout, pas du tout, ça la passionne, figurez-vous. Le fameux prénom, tout. Ah, oui, juste le blanc. Ouais. Le petit cheval de manège. Enfin, tout y passe. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Oh là là, c'est une merveille. Mon Dieu, c'est une merveille. Ce que j'adore dans ce film, c'est qu'il y a aucune vulgarité. Après, truc un peu sur le riche, le riche éditeur qui a une amante et tout. Il y a des trucs un peu vieille France, mais il y a Jacques Villeray qui joue le petit cadre, Monsieur Tout le Monde, qui se fait un petit peu humilié par tout le monde malgré lui. Ça parle vachement de classisme en fait pour moi. Tu vois, même si on n'est pas dans une grosse fracture sociale, on est un petit peu dans ce rapport au mépris. C'est marrant. Faudrait que je le revoie. D'époque, ça reste. C'est pas du grand. Voilà, c'est pas du film d'auteur, mais moi je sais pas. Si on est à 2 là-dessus, on te refait tout le film, quoi. 1h22 de plaisir. T'as eu la curiosité de regarder le remake américain avec Steve Carell?
Ah, c'est avec Steve Carell. C'est Steve Carell qui joue le con, enfin qui reprend le rôle de Jacques Villeray. La vache, excellent. Et alors, il fait pas des maquettes en allumettes, il fait des dioramas avec des souris empaillées. Waouh, ok, ça, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. J'avais vu dans l'avion pour New York il y a 12 ans. Et ah ouais. C'est vraiment pas. Et il l'appelle comment? Tu sais? Non. C'est dingue. Alors, je te retrouverai ça. Par curiosité, je vais te checker, mais je pense que voilà, t'as tellement de pertes dans les dialogues, dans les machins, enfin, puis dans les acteurs, quoi. Oui. Franchement. Y a-t-il un changement physique, donc une coupe, une coloration, un tatouage, un piercing, que tu n'as jamais osé faire? Jamais osé faire. Un petit tatouage sur le visage, je pense. Ok. C'est un truc qui t'a déjà traversé l'esprit? Ouais. Sur le visage, du côté de la tempe, peut-être. Un truc pas méchant, mais c'est vrai que ça, j'ai pas osé. J'ai pas vraiment osé. Après, mon corps est vraiment un moyen de locomotion en règle générale. Ok. Je me tatoue depuis... Oui, je me tatoue depuis pas si longtemps. J'ai des petits trucs, mais c'est surtout des souvenirs qui me tiennent cher et où je me fais tatouer, un peu marqué au fer rouge. Mais oui, c'est peut-être ça. Ouais. Tatouage à la tronche, pas trop boire, sinon je pense que je le ferais. Mais ouais, j'ai pas osé en tout cas. Est-ce que tu sais ce que tu voudrais sur la tempe? Un petit carré, un tout petit carré. Un tout petit carré. Ouais. Un tout petit carré. Effectivement, c'est pas très agressif. Non, je suis pas très extrême. J'aime beaucoup celle-ci. Tu peux organiser je les aime toutes, mais on s'entend. Tu peux organiser la soirée de tes rêves. À quoi ressemblerait-elle? Donc le lieu, la thématique, l'ambiance, les activités. Je pense que je vais être assez pas classique, mais en fait, après toute la tournée de l'été, là, je me suis franchement, je me suis régalé à découvrir les initiatives alternatives de montage de festivals complètement indé et tout. J'avais jamais joué dans autant de trucs comme ça, entre les Alpes, la Bourgogne, l'Est de la France, même dans des coins perdus, Luxembourg, tout ça. Même Charleville-Mézières. Et franchement, ça m'emplit d'optimisme sur la musique indé, et franchement, il y en avait besoin. Que du coup je suis obligé d'emprunter à ce genre de configuration. J'ai notamment un grand ami qui a un moulin, lui, en Bourgogne, qui s'appelle les Quincailleries, un truc à 40 pièces, 29 pièces, 40 couchages, où il organise des concerts dès qu'il peut, quoi. Beaucoup du do-it-yourself, de l'expérimental, des trucs très pointus. Et je pense que la soirée de mes rêves, elle se passerait dans une grange, quoi. Dans une grange à la campagne, esselée. Pas forcément à l'écart. À un endroit qui serait pas forcément consacré seulement aux amis, mais où on sentirait un intérêt pour le village en question, ou le plus proche de venir, d'y participer même, hein, des gens qui font à manger, des gens qui ramènent leur bière brassée sous l'évier, n'importe quoi, tu vois. Une espèce de fédération, en fait, de personnes qui ne dialogueraient pas en temps normal. J'aime bien tu vois, des choses qu'on pourrait définir comme une sorte de surréalisme social, un petit peu, où tu vois, des fois, quand tu prends des gens d'un certain milieu, tu les sors de leur contexte, ou tu les amènes dans un autre, ou j'aime bien transvaser les contextes sociaux, voir ce qui se passe, et voir des conversations, des échanges que tu n'aurais jamais pu imaginer en train de se faire en fonction de toi. Donc je pense que voilà, une grange, forcément en ruralité. Tu parlais, organiser une soirée que je jurerais mémorable, quoi. Pouvoir inviter des groupes que j'aimerais voir jouer, être à l'initiative de les inviter, et même qu'ils soient là ou qu'ils débarquent comme par magie, et tu dis mais non, c'est pas possible, et faire jouer tous mes amis artistes que je respecte et que j'aime surtout. Et
une grande intention liée à la nourriture. Voilà, un truc limite voilà, aussi tight que la programmation musicale, la programmation culinaire, tout en prenant soin à la fois de la cuisine et des sensibilités et contraintes de chacun. Bien sûr. Mais je pense que ce que je viens de dire doit exister. Déjà quelque part, mais je pense que ces modes de diffusion de la culture sont vraiment notre échappatoire à tous et notre manière d'avancer, je pense, artistiquement, quoi. Ah, mais et du coup, j'aimerais faire un truc comme ça, j'aimerais en être, quoi. Ça fait envie comme projet de soirée. On a envie d'en être, en tout cas. Ah bah ouais, c'est clair. C'est clair. Surtout si la programmation culinaire est aussi tight que la programmation... Ah oui, c'est ça. Si t'arrives à faire un truc incroyable au prix libre, par exemple. Ouais. Alors, on te dit que la fin du monde a lieu dans 1 mois. Que voudrais-tu absolument faire avant ? Avant 1 mois, savoir faire pousser au moins une tomate, quoi. Mais en 1 mois, j'aurais jamais le temps. Oui, et puis surtout dans 1 mois, c'est fini, quoi. On est tous disparus, pouf. Admettons qu'on puisse faire pousser une tomate en 1 mois et que ça tombe en bonne saison, quoi. Je pense que c'est strictement impossible. C'est en 1 mois, avoir réussi à planter une tomate en 30 jours, qu'elle soit là et que je la mange. Et là, c'est bon. Très bien. C'est de l'ordre de l'impossible. Je pense que ce qui en dit beaucoup sur ma culture en termes d'agriculture. Mais voilà, je ferais ça. T'essaierais de faire pousser une tomate. Et la manger. Et là, elle est infâme et t'es dégoûté. Mais bon, au moins, t'auras essayé. T'as passé 1 mois à bouffer un truc. C'est ça, tout farineux, tu sais. C'est dégueu. Parce que le sol plein était de pas flotte. bien. Ouais. Et en fait, non, c'est le même goût qu'au Carrefour. Et merde, c'est pas possible. Que fais-tu pour t'endormir ? Ah, pour m'endormir... Déjà, est-ce que tu t'endors facilement ? Ouais, ça peut dépendre, hein, ça peut dépendre. Mais j'ai pas une vie nocturne liée au sommeil très exotique. Et je m'en plains pas non plus. Je suis pas un grand insomniaque. Je pense que j'essaye 3 positions improbables. Et la dernière, souvent, est la bonne. Et je finis par m'endormir. Ok. Avec une petite chorégraphie, alors je dirais. Ok. Quoi. J'élabore une chorégraphie solo, quoi. Solo pour trouver le sommeil. Et ça. Te détaches-tu facilement du physique pour connaître quelqu'un ? Ah ouais, je pense. Pour connaître, par exemple, une rencontre physique... quand on te présente quelqu'un, est-ce que tu te... je suis forcément victime de comment on appelle ça, de préjugés, quoi. Oui. Malheureusement, hein, mais bon, ce serait bête de le nier. Mais en fonction des conversations qui sont faites, je peux très 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 rapidement m'en détacher. Très très rapidement, quoi. Il y a beaucoup de choses que je vois pas, des fois aussi, tu vois. Des fois, je suis un peu naïf, un peu candide. Mais j'aime bien la candeur. Mais finalement, je pourrais dire que oui. Ouais. Mais il faut qu'il y ait conversation. Oui, d'accord, ouais. Il faut qu'il y ait conversation, sinon je peux rester sur mes préjugés pendant longtemps, quoi. À partir de ce que la personne dégage. C'est ça. Est-ce que tu t'ennuies facilement ? Oui. Même dans des endroits où je suis pas tout seul, où je suis avec des gens, ça arrive souvent quand l'ennui, il arrive souvent quand tu t'es dit tiens, j'aimerais aller là, mais en fait j'aurais peut-être pas dû, je l'ai fait un peu en me forçant, et puis finalement j'aurais pu être ailleurs, tout seul à m'ennuyer moi-même chez moi. Je peux m'ennuyer facilement. Oui, assez facilement, je pense, mais par contre, il y aurait aucune nuance péjorative à ça, je pense. Ok, ouais. Moi, par exemple, ce que j'adore, c'est m'ennuyer avec quelqu'un que j'aime, quoi. Si je m'ennuie avec quelqu'un que j'aime, c'est que la relation est très saine, je pense. Wow. Et je trouve, parce que qu'on se permette de s'ennuyer
qu'on se permette de s'ennuyer et de prendre le temps de s'ennuyer. Je trouve que c'est aussi indispensable aujourd'hui. Enfin, moi, je trouve, par exemple, la pire des choses, c'est de s'ennuyer et de regarder son écran. Et de le faire par dépit. Ça, bien sûr, je le fais énormément comme tout le monde. Mais là, ça, je trouve pas ça très sain. Parce que tu le fais soit en cherchant de l'attention, soit en regardant des choses et finalement l'ennui disparaît et tu restes actif malgré toi. Oui. T'es actif dans l'inactivité et ça c'est chaud. Je pense que quitte à être inactif, autant vraiment rien faire. Ok. Et ouais, je peux m'ennuyer facilement et j'ai peut-être de la chance, quoi. Ouais. Parce que ok. Non, c'est super intéressant aussi bien ce que tu dis sur l'écran que sur. Ça revient à ce que tu disais, hein, l'oisiveté, la paresse, l'ennui, c'est vraiment. Mais surtout ce truc, quitte à rien faire, autant le faire bien. Autant bien le faire, autant rien foutre. Dans la lenteur, dans voilà, c'est. C'est l'antépénultième question. Ça y est, j'ai réussi à caser ce mot-là dans l'antépénultième. Donc avant-dernière. Waouh, l'antépénultième. Antépénultième. L'antépénultième. Voilà. Incroyable, le pénultième, c'est avant-dernier. En fait, c'est ultième, donc ultime. Donc pénultième, avant-dernier. Donc avant, pénultième. C'est l'avant-avant-dernier. Oh là là. Voilà. Oui, ma mère était prof de français. C'est très beau. Quel élève étais-tu à l'école ? Un très très bon élève. Un très très bon élève qui faisait très bien ses devoirs, qui faisait ses fiches de révision en 6e, alors qu'il n'en avait même pas besoin. Mais c'est vrai que 6e, c'est tôt pour faire des fiches de révision. J'étais avec un grand frère, une grande sœur qui passait le bac, du coup, je faisais voilà, comme si j'avais le même labeur, mais j'aimais ça, à part les mathématiques, où là, c'était un calvaire pour moi que d'apprendre ces choses-là, ou en physique et mathématiques, pour moi c'était vraiment très très dur que de m'y atteler, mais je le faisais quand même bien, pas trop mal. Je choisissais pas, quoi, je faisais tout ce que je devais. Enfin, j'étais vraiment docile et un petit peu provocateur pour faire rire les amis vis-à-vis des profs, donc un peu j'étais un peu le très bon élève, un peu trop confiant peut-être. Et t'étais du genre à participer en classe ? Je participais en classe, mais je participais aussi bien du côté élève que du côté enseignant. C'est-à-dire que quand il y avait des choses très drôles qui se passaient du point de vue des élèves, j'aimais bien en être. Et du côté de l'enseignant aussi, quoi. Et j'ai eu la chance d'avoir... Bon, bien sûr, j'ai eu des horreurs comme beaucoup d'entre nous. Bien sûr. Personne n'a eu des profs parfaits, mais j'en ai eu des excellents aussi, qui m'ont donné envie de travailler. Non, mais t'avais la bonne position, parce que t'étais j'étais bien. Le bon élève. Bien. Sans pour autant être le chouchou qui a pas de vie sociale, qui a pas forcément de vie sociale et qui justement est un peu trop voilà, j'étais pas chouchou, j'étais bon élève. Non, franchement, j'étais bien fou, bien loti. Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois ? Oh là là. Le premier kebab, hein. Ah ouais. Ok. Ah ouais, je pense. T'es un grand amateur de kebab ? J'ai pas forcément gardé l'habitude, parce que plus on aime ça, plus on cherche les meilleurs, et plus les mauvais nous déçoivent. Et en même temps, tu cherches les meilleurs, mais en ce qui me concerne, parce que je suis aussi assez amateur de kebab, par exemple, tout ce qui va être broché, broche ou grillé, ou les trucs qui se présentent comme artisans kebabiers, globalement des grecs qui ont été montés par des étudiants sortis d'école de commerce. On te met un truc, on te met du chou et puis de la feta, feta AOP comme à Berlin, mais je m'en tape. C'est pas un kebab. Moi l'idée, c'est quand même le projet, c'est boucher les artères, et qu'on m'appelle chef à un moment, donc. Ah oui, non, oui. Tu cherches faut chercher les bons, mais faut pas non plus tomber dans le. Non, oui, complètement. Pour moi, un bon kebab, c'est pas du tout le kebab propre, genre regardez le pain sans gluten et tout. J'exagère, mais non.
Par exemple, à Metz, je sais qu'il y en a un qui est excellent et c'est vraiment le kebabier dans son jus. Ouais, À côté d'un parking qui s'appelle l'Orient Express. Donc je fais la pub de la restauration, de la vie gastronomique. Ça. Mais non, justement, oui, j'ai ce recul-là en tout cas. Mais en tout cas, je sais que le premier kebab que j'ai mangé, c'était à Épinal, là où je viens. Ma mère m'y a emmené après les cours, c'était en pleine fête de la musique, donc c'était beaucoup de choses sollicitées en même temps. Ouais. Elle me dit, tiens, on va manger un kebab. Je dis, c'est quoi un kebab? Et là, je me retrouve donc dans un kebabier vraiment de base. Mais là, il était un peu, vraiment, c'était un daron, une famille et tout machin. Je me souviens, tu pouvais mettre beaucoup trop de choses dedans. Par contre, il y avait des œufs durs, il y avait tu pouvais mettre, tu vois. Donc déjà ça, avoir le choix, je trouvais ça incroyable. Avoir le choix entre plusieurs sauces, je trouvais ça dingue aussi. Et c'est la première fois que je me suis retrouvé devant un kebab avec une sauce blanche, je sais plus si peu importe qu'elle soit faite maison ou pas. Mais la vache, je sais que le pain en était imbibé. Et je sais que c'était un bon kebab et j'aimerais bien le revivre. C'est soit ça, soit le premier pâté lorrain, dans la même dynamique, je pense. Alors c'est quoi le pâté lorrain? Oh là 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 là. Attention. On ne déconne pas. Ah là, le pâté lorrain, c'est une religion. Hein. C'est quelque chose que tu trouves forcément en Lorraine, j'imagine, oui. En Lorraine, en Meurthe-et-Moselle, il est très bon. En Moselle, il faut bien le trouver. À Metz, il n'y en a pas tant que ça des bons. À Épinal, il y en a des excellents. À Baccarat, il y a le festival du pâté lorrain. C'est une pâte feuilletée de forme rectangulaire avec une marinade faite. En principe, on fait un peu ce qu'on veut avec les marinades, mais en principe, c'est de l'épaule de porc avec du veau que tu fais mariner dans du vin blanc, du gris de Toul plus précisément, de l'ail, une persillade, tu fais mariner pendant longtemps, et tout ça, tu l'entoures d'une pâte feuilletée. Et donc rien à voir avec le pâté en croûte, ni la tourte Lorraine ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de migaine, ça n'a pas besoin. Et du coup, quand c'est très bien fait, quand la pâte feuilletée est bonne, elle s'imbibe de l'intérieur de toute cette marinade. Et ça fait un excellent petit déjeuner, ça fait un excellent repas, ça fait un excellent dîner. Ça fait un excellent casse-croûte de retour de beuverie. Absolument, c'est vraiment quelque chose. Je vous le souhaite. Ah ouais. J'essaierai de goûter ça. Ah oui. Très bientôt. Et donc, il n'y a pas de gelée? Comment? Non, zéro gelée. Zéro gelée. Vraiment. Ah ouais, c'est brut et superbe. Et on va... Enfin, la dernière que je pioche, en tout cas, après tu pourras en piocher 3 à ton tour. Y a-t-il une cause qui te touche particulièrement? Oui. Je vais revenir sur des trucs un peu forcément un peu bateau, mais est-ce qu'on peut appeler ça une cause, quoi? En tout cas, une ambition politique, économique. Je sais pas, je suis assez... vraiment en restant dans un discours de surface, hein, je suis pas du tout, j'ai rien à dire par rapport à ça. Mais s'il fallait que ça devienne une cause et qu'on en milite ou quoi, toutes les réflexions autour d'un revenu ou salaire universel, ça c'est des choses, pour moi c'est primordial. Ouais. C'est primordial. Je dis pas que ça résoudrait des problèmes. Autre que celui des gens, mais celui des gens déjà m'importe énormément. Pour moi, un pays a le rôle de protéger les gens qui vivent dedans. Et personne n'est censé vivre dehors, personne n'est censé, a priori, les gens sont censés être protégés. Et je pense que fournir une finance qui les aide à vivre, en fait. Qui permettent de vivre décemment. De considérer que le pauvre est pauvre parce qu'il ne sait pas être riche. Ah oui, non, ça c'est... faut arrêter tout ça. Et je trouve que après, je sais qu'il y a plein de sous-écoles de pensée. Il y a des gens qui disent que que ça pousse, que ça résout pas la problématique du consumérisme. Mais moi, je pense... vrai. Donc il y a des gens qui sont plus ou moins investis dans la question. Moi, je suis pas forcément pour se diviser pour ce genre de choses. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, pour moi, c'est que les gens puissent vivre, en fait, tout simplement. Donc, je dirais ça sans prétention. Oui, non, mais... C'est un des seuls trucs qui m'a touché quand j'ai lu à ce propos, quand on m'en a parlé, qu'on m'a dit que ça pouvait exister.
Si ça devient une cause, j'en serai, quoi. Je te rejoins là-dessus. Cool. Je suis avec toi. Je suis avec toi dessus. Je pense que c'est effectivement une très bonne. Je pense. Ce serait une très bonne chose. Oui. Bah écoute, merci. Tu peux à ton tour en piocher 3. Trop bien. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? Ah, oula. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie celle-là et je crois que j'y ai jamais répondu. Je sais pas trop. En plus, je suis pas sûr d'être un très bon ami. Ah oui. Enfin, je vais souvent prendre. Enfin, je suis quelqu'un qui est. Enfin, je suis là. Je suis quelqu'un qui est là, mais je vais très peu faire le premier pas. Enfin, c'est très peu moi qui vais solliciter. C'est que je réponds je réponds à quasiment toutes les sollicitations, mais je vais très peu solliciter moi-même. Genre, prendre des nouvelles, tout ça. C'est pas un truc que je fais très souvent. Mais je pense que là-dessus, qu'on a un peu le même concept de l'amitié, parce que je trouve que les meilleures amitiés sont celles qui n'ont pas besoin de se justifier. Oui, non, mais plus de nouvelles ou quoi. Bien sûr, mais après, je pense que ça peut aussi être pénible quand c'est toujours la même personne qui propose de faire des trucs et que l'autre. Donc, j'essaye peut-être un peu de travailler là-dessus. Non, qu'est-ce que ce serait l'amitié pour moi, si ce n'est évidemment. Alors, ça va paraître bateau et en même temps pas. Je vais essayer de développer pour que ce soit pas tant que ça. C'est de l'amour. Et en fait, par là, je veux dire, faut arrêter de sacraliser la relation amoureuse de couple. Enfin, faut l'entretenir. Faut évidemment, c'est super important mais tu vois, comment dire, voir en fait que au même niveau, en fait, c'est ça. Mais en fait que ce soit l'amitié ou être en couple, tout ça, c'est juste des questions de degré d'amour. Et par exemple, tu vois, un truc que j'ai jamais compris, c'est les personnes qui vont avoir des plans cul, des plans cul ou des sex friends qui vont dire ah mais j'ai pas de sentiments. Mais c'est faux. T'as des sentiments pour cette personne et tu ressens une forme d'amour pour cette personne. C'est peut-être pas un amour relationnel, c'est peut-être pas un amour où t'as envie que ce soit cette personne la plus importante dans ta vie, mais en fait tu ressens des choses, donc il y a des sentiments pour cette personne et donc finalement je suis plus en train de répondre à qu'est-ce que c'est que le couple pour moi plutôt que qu'est-ce que c'est que l'amitié. C'est pas que tu fais le lien entre les deux. Mais voilà, tout ça en fait c'est juste un éventail d'amour et que la distinction, faut éviter de faire la distinction entre les deux, je pense. Entre amour et amitié et dans la façon de considérer ces relations aussi, je pense. Ah bah oui, c'est ce que tu. Puis là, j'ai ma copine et tous mes potes qui vont m'appeler, qui vont dire ah oui très bien, écoute, tu vas peut-être pouvoir appliquer ça. C'est le moment des amalgames. C'est ça. Justement, il y a peut-être des amalgames. Tu dirais que l'amitié c'est l'amour en fait. Oui, voilà, c'est un des états de l'amour. Ouais. T'aurais une définition différente, toi? Je crois que j'aurais dit comme toi, tu vois. L'amitié, c'est l'amour, en fait. Enfin, c'est. Moi, j'ai le rapport facile avec le mot famille aussi. Ouais. J'ai tendance à. Tu vois, très vite, y a même des gens qui m'ont. Des fois, en dépassant un peu les mots. Tu vois, par exemple, dire à celle ou celui que tu aimes. T'es comme un frère, t'es comme une sœur. Les gens ont envie de faire dire ah, dégueu, enfin tu vois. Alors que non, en fait, je pense que comme tu disais, tout est lié. Et je pense qu'en termes d'amitié et d'amour et de même parfois même de cercle social, j'aime bien envisager les choses sous l'angle de la famille. Parce que aussi, tout simplement, un jour, moi, j'ai un peu suite à des difficultés familiales, c'est tout mon cercle d'amis et d'amour qui m'ont accueilli. Et que ça m'a aidé, quoi. C'était genre à 15 ans, tu vois. Et du coup, je dirais amitié, éventail entre l'amour et la famille, quoi. Peut-être ça, peut-être. C'est trop bien, ça. Quelle chose aimes-tu observer chez les gens? Alors, ça sous-entend un peu l'observer au sens physique. En fait, j'observe beaucoup les gens, mais j'observe rien en particulier nécessairement chez eux. Mais alors, ça m'arrive beaucoup parce que je prends plus les transports en commun, mais je sais que j'ai eu quand même 2 de mes copines qui m'avaient fait la même remarque, qui était que dans les transports en commun, par exemple, je ne sais pas poser mon regard.
Okay. Je vais globalement ausculter tous les visages qu'il y a. Dans les yeux à chaque fois? Non, pas forcément. Voilà. Et sinon, à une époque, j'aimais bien observer la démarche des gens, comment les gens marchaient. Ça m'est beaucoup passé, mais ouais, où je me disais, je me demandais jusqu'à quel point il n'était pas possible de développer une branche de la psychologie basée sur la façon dont les gens marchent. Est-ce qu'on pouvait pas dire des choses sur ce qui s'était passé? Bon, je pense que c'est un peu... Ça fait un peu médecine New Age finalement, mais ouais, peut-être j'aimais bien observer ça. Et sinon, dans les conversations, comment les gens parlent de leur passion? Ah oui. Tu vois, est-ce qu'il y a la petite lumière au fond des yeux quand il commence à te parler d'un truc? Ça c'est un truc que j'aime bien en général. C'est joli. C'est un truc où je sais que ça va pouvoir où je vais pouvoir m'entendre avec la personne, même si j'ai pas forcément d'intérêt en premier abord pour la passion en question. Ouais. Après, il y a des passions où vraiment qui vont me repousser. Ouais. Mais par exemple, tu vois, des gens qui vont être passionnés de mode ou d'alpinisme, par exemple, des trucs auxquels je pense jamais et que j'ai jamais trop fait, mais où si je remarque et si j'observe cette petite lumière au fond des yeux, cette envie de partage quand les gens commencent à en parler, c'est un truc c'est un truc que j'aime bien observer en général, où je me dis il y a moyen qu'on devienne qu'on parle bien pendant un moment. Oui. Notamment sur un sujet auquel on n'est pas... Toi, t'es pas habitué, quoi. Toi, qu'est-ce que t'aimes bien observer? Le premier truc sans penser, c'est un peu bête, mais j'aime bien quand c'est le cas, quand il y a cette présence-là, j'aime bien observer leurs chiens. Ok. Ouais, mais c'est surtout parce que je suis fasciné par les chiens. Ok. Certains chiens plus que d'autres, mais la plupart des chiens, je suis fasciné dans la relation homme-chien, être humain-chien, quoi. Humain-chien, je trouve ça incroyable, et ce qui me fascine le plus, c'est plus l'attention portée par le chien que par l'homme. Tu vois, je vais pas être dans un truc où je vais évaluer comment est-ce que la personne traite son chien. Je vais plus évaluer comment est-ce que le chien considère son maître. Les regards des chiens, je trouve ça... Ouais. Ça me brise, quoi. Ça me... Je sais pas, ça me transcende. Et du coup, c'est ce que j'aime bien observer chez les chiens. J'ai un peu remanié le truc. Non, ça marche aussi. Pourquoi pas, tu vois, je veux dire, c'est très rare. C'est très rare que je croise un chien errant. En général, c'est avec les gens que je vois des chiens, et là, je coupe toute conversation et je regarde le chien. Rien, je pense à rien. Je regarde juste son regard en coin, son regard panique, d'attention, de besoin d'attention, de trucs. J'adore observer ça, mais sans déduction aucune. Et t'en as un toi-même? Non, j'adorerais, mais j'ai pas. Je peux pas me le permettre quant à l'espace, tu vois. Pour l'instant, j'adorerais sauver un lévrier. Ok. Parce que j'ai appris que les lévriers étaient pas mal maltraités en Espagne notamment, et qu'il y avait pas mal de refuges uniquement de lévriers qui existaient. Et voilà, j'aimerais bien partir en Espagne, sauver un lévrier. Ouais. Exactement. C'est vrai que le lévrier, en plus, c'est un grand chien, donc ça a besoin d'espace, quoi. Ouais, et puis c'est... ça court, ouais. Tu vois, on verra quand il y aura une grange et un terrain, quoi. Ça marche. Et la dernière. De laquelle de tes mauvaises habitudes as-tu le plus de mal à te défaire? La clope. Hein. Enfin, non pas que j'arrête de fumer. Enfin, non pas que j'essaye d'arrêter de fumer. Parce que pour l'instant, j'ai encore jamais essayé d'arrêter de fumer, parce que j'aime fumer. Enfin, c'est vraiment un truc qui me plaît, et qui me plaît encore physiquement, en fait. Bien sûr. Et c'est pas que un truc d'addiction, mais ça l'est quand même pas mal. Mais par exemple, en ce moment, pour raison financière, j'essaye de diminuer, et c'est difficile. C'est compliqué, et ouais, j'ai un peu du mal à me défaire de c'est peut-être la plus mauvaise de mes mes petites habitudes, on va dire, parce que après, tu vois, j'ai un
j'en parle dans un des derniers épisodes, mais j'ai mon réveil est très ritualisé. Dans le sens que je me lève, je me presse une orange, je me fais mon petit déjeuner, je me fais mon café clope. Ok. Mais clope mise à part, jus d'orange, petit déjeuner, café, c'est une habitude, mais c'est pas une mauvaise habitude. Bien sûr, c'est une très bonne habitude, donc, et ça, je pense que j'aurais beaucoup de mal à m'en défaire aussi. Mais vu que c'en est pas une mauvaise, donc non, c'est clairement la clope. Hein. Ouais. Pas, je vais te retourner. On va pas se mentir. Je crois que c'est vraiment le. Oui. Moi, je serais pris de racer. Je serais vraiment sur le truc arrêté complètement. J'ai déjà essayé 1 an et j'ai repris. Ok. Tout bêtement. Et Et dans ce que tu disais par rapport au café, moi j'attaque café clope. Hein. Ah ouais, sans directement. Dans le bide, et ça, dans le prisme de la. Ça, je crois que c'est pas la clope. Je crois que ce serait ça. Ce serait vraiment ça, quoi. Ouais. Ça, et puis peut-être sur un autre champ, pour ouvrir un petit peu c'est un gros sujet, mais se défaire un petit peu de la comment dire, c'est une problématique parmi tant d'autres, mais j'appellerais ça un peu la susceptibilité masculine. Ok. Je dirais ça. Ok. Donc ce que je dis, c'est littéralement lié à la vie à deux, quand on aime quelqu'un et quand machin. Je pense, en ce qui me concerne et avoir d'autres amis, j'ai l'impression que il y a des choses qui sont ancrées en nous, oui, bien sûr, culturellement, existentiellement, qui font que je dis pas que par nature, ou je parle même pas de nature, je crois pas à ce genre de discours. Non, mais par construction. Par construction, on a des schémas et que tout ce qui est lié au masculin, du peu que je sache de ça ou du petit peu que j'en sache, il y a beaucoup de choses liées à la communication, même à la sexualité, communication, sexualité, et il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la susceptibilité et c'est pas si évident. Alors pour ma part, je suis avec ma compagne. Donc voilà, on est dans un rapport homme-femme, quoi. Et c'est vrai que j'aimerais bien, comment dire, me défaire de certains schémas de pensée très ancrés en nous, qui empêchent certaines conversations de filer comme elles le devraient. Tu vois, très souvent, je sais pas. Par exemple, ma compagne, quand elle évoque quelque chose nous concernant, elle va être beaucoup plus nuancée dans son propos. Quand elle va dire ça, c'est pas pour dire ça, mais toi, ton cerveau braque sur quelque chose de très concret qui va te susceptibiliser, alors que la personne ne voulait pas du tout parler de ce point, mais parler de quelque chose de très ouvert, et toi tu fermes, quoi. C'est un truc que j'ai remarqué chez moi, chez d'autres amis, et ça, je pense que c'est une habitude très dure, mais quelque chose qu'il faut vraiment se remettre en question beaucoup, je pense. Faut beaucoup se remettre en question par rapport à ça, j'ai l'impression. Et j'aimerais bien travailler dessus tout au long de ma vie, quoi. Oh, quelle conclusion. Non, mais c'est parfait, c'est formidable comme message. Écoute, Gaël, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, c'était très agréable. Aléatoire. Écoute, je suis content si tu as passé un bon moment. Comme tu le sais, il y a en vrai, il y a 2 dernières questions, mais il y a une question traditionnelle qui est 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire, une avec qui tu peux me mettre en relation et une où ce serait juste le kiff de l'entendre. Ouais. Alors, je vais tout de suite penser à des gens que j'affectionne beaucoup artistiquement du côté de mon pays qui est Metz, mon nouveau pays. Je suis obligé un peu de penser à des artistes. J'aimerais beaucoup que tu rencontres Joséfa. Ok. Joséfa, qui est une excellente musicienne avec qui on a eu des très beaux sujets de conversation. Et
Son nom d'artiste, c'est Fantôme Josepha, du coup. Ok. Et elle travaille notamment, en tout cas scéniquement, mais je crois, je veux pas dire de bêtises, même pour les enregistrements avec... Est-ce que tu connais Monsieur Marcaille? C'est une grande figure de l'alternatif. Okay. Il propose quelque chose de très lié au... Comment dire c'est pas du death, hein, j'aurais pas forcément les bons termes, mais c'est une esthétique très métal, mais il est tout seul avec une grosse caisse, une double pédale, il me semble qu'il y a des charlets, il a un violoncelle. Et je crois que j'ai déjà vu passer ça. Ouais. C'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. J'ai eu l'occasion même de jouer avec eux dans ces festivals dont je parlais un peu avant. Mais en tout cas, tous les deux, ce serait chouette que tu les rencontres. Et ouais. En tout cas, dans un premier temps, Josepha. Ok, voilà. ouais. Donc voilà, je pense que ce serait chouette. Ce serait un bon moment. Pour lier tout un tas de questions. En plus, c'est génial de l'entendre parler. Quelqu'un d'un peu moins où je n'aurais pas forcément de lien. De contact, ouais. Oui, je sais en fait. Ce sera pas. Je pense que tu pourrais. j'en aurais deux. Hein. Allez. Mais allez, je peux pas prioriser ou quoi, mais c'est deux artistes que moi-même j'aimerais contacter et j'aimerais vraiment leur envoyer mon album quand il sera fini, parce que je pense que j'aurais strictement rien fait sans avoir entendu leur musique. Il y aurait en premier lieu un artiste que j'aime beaucoup, dont les chansons m'ont beaucoup aidé, qui s'appelle Rouge Gorge. Je crois, je veux pas dire de bêtises, qui serait des côtés de Rennes. Ok. C'est un artiste que j'admire énormément. Et il y aurait aussi, donc c'est le nom d'un groupe, mais on a souvent en tête le chanteur, mais je crois que c'est vraiment le projet de deux frères, Arne et Vinzon, qui chante notamment les Otaries. Ah oui. Tu vois. Ouais. Grâce à Limsa Dolnay, je vois récemment qui a repris des Otaries récemment dans une émission YouTube. Rappeur, c'est ça? Ouais. Alors on en a parlé, j'ai pas vu la vidéo, j'aimerais beaucoup la voir. Je trouve que c'est génial que quelqu'un du monde du rap ait repris ça. Je trouve que ça veut dire, à mon sens, que cette personne est un grand artiste. Pour reprendre quelque chose complètement hors circuit. Opposé, ouais. Je trouve ça génial, vraiment. Ouais, mon pote m'a dit ça la dernière fois, ouais. Et c'est quelqu'un d'assez... cette musique très très singulière, pareil, qui m'aide beaucoup. À la fois, pour le coup, à me lever le matin et à me coucher. Et il est notamment professeur de philo, je crois. Ok. Si ce n'est de lettres, hein, je veux vraiment pas dire de bêtises. Mais ce serait chouette que tu les aies. Mais j'ai pas... T'as rien à... Mais on essaiera de les avoir. Et du coup, vraiment, la dernière question. Quel est le meilleur moyen de te retrouver et de suivre ce que tu fais? En vrai, il y a rien qui dépassera jamais le concert et la musique live, à mon sens. Si jamais quelqu'un a l'occasion de connaître ma musique, je pense que ce sera toujours mieux par le spectacle, par le live. Là, je vais retourner un petit peu dans des tournées très dans l'Est, quoi. Nancy, Metz, plus les côtés frontières Luxembourg et tout. Après, bien sûr, il y a les plateformes d'écoute, hein, donc les 3 chansons que j'ai sorties. Et que les gens peut-être me connaissent par ce que je leur donne en voix en termes de petits films vidéoclips, quoi. J'essaie d'être aussi sincère avec ça qu'avec l'écriture des chansons. Du coup, je pense que c'est peut-être une bonne alternative en termes de... Très bien. Je mettrai du coup les liens vers les clips en description. Et puis t'as quand même des réseaux. Par exemple, pour te découvrir sur scène, faut déjà savoir que le concert a lieu. Absolument. Donc, où est-ce qu'on peut retrouver les dates de concert? Les dates de concert sont soit sur Instagram, soit sur Facebook.
Parfait, Ok, boomer. Je ne manquerai pas de mettre ça en description de l'épisode. Encore bien. merci. Merci à toi. C'était vraiment, je suis très content de cet épisode et de ce moment passé avec toi. Non, pareil, c'était très agréable. Merci, Jacques. Bah écoute. Et quant à vous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire, vous pouvez toujours retrouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute, bien entendu, vu que vous êtes en train de l'écouter, et sur Instagram avec @aléatoire_s. Et je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses, ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux, ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre, et laissez-vous surprendre.